Et c'est parti, ça enregistre et c'est parti, ça va streamer. Normalement, on devrait être live. Bonjour Twitch! Salut! Bienvenue de nouveau avec nos deux chats qui sont ici, là, à l'avant de ce stream. Bienvenue pour ce retour numéro 2, ce deuxième épisode de retour sur le rapport Racine. Rappelez-vous, à l'épisode précédent, le rapport Racine avait mis le gouvernement au défi d'agir. Et donc, le gouvernement a essayé d'agir, peut-être. A-t-il essayé d'agir? A-t-il essayé d'agir? C'est un débat. Et donc, il y a eu plusieurs réponses du gouvernement. Donc, le rapport Racine, on rappelle, il est arrivé le 22 janvier 2020. Alors, 2020, c'est pour tout le monde l'année de la pandémie, mais il faut se rappeler que c'était aussi l'année de la bande dessinée. Tout à fait. C'est à ça qu'on voit qu'on est dans une profession maudite, je pense. C'est que le moment où c'est ton année, c'est là qu'il y a une pandémie mondiale. Elle t'attend. Et en plus de la pandémie mondiale, du coup, on a eu la réponse de Franck Riester. Je fais une petite musique parce que je pense que c'est une espèce de pic du langage macronien. Donc pour faire ce live, on a pris une balle pour vous d'une certaine façon et on a lu tout le compte rendu de Franck Riester. Ouais. Et après le rapport Racine qui était très structuré et très clair, je pense qu'on est exactement à l'inverse en termes de ton et de Complètement, ouais. de façon. C'est-à-dire c'est un rapport qui est un discours de Franck Riester qui est plus pour dire oui, il faut agir. Nous avons pris conscience de plein de trucs. Et ensuite, quand Franck Riester a dit oui, il faut agir, y a plein de moments en fait où on se demande mais comment vous comptez agir et rien n'en est dit. Déjà, il commence par tempérer un peu. Il introduit son discours en disant que quand même les artistes-auteurs ont choisi en pleine conscience une profession dangereuse. Peut-être on peut commencer à lire ça. Est-ce que tu veux bien que je le lise ou est-ce que tu préfères le lire? C'est-à-dire alors c'est un discours, donc c'est normal que ça commence par des grandes généralités. Hello, Mage Noir du 67. Et en commençant dans des grandes généralités, ça commence évidemment sur une certaine vision de l'art et des artistes-auteurs qui est, on va dire, rétrograde, mettons comme ça. Donc c'est dès le début. Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas? Demandait Paul Valéry dans sa magnifique petite lettre sur les mythes, il y a 90 ans tout juste. 90 ans, donc il n'y a pas de personnes plus récentes à citer, je pense. Tout à fait. Que serions-nous s'il n'y avait que le monde matériel, le monde fonctionnel, le monde des choses et des faits, sans personne pour lui donner une forme, une harmonie, un sens, des couleurs? Que serions-nous en d'autres termes sans les artistes-auteurs, les créateurs? Ce qu'ils font n'est pas utile, c'est indispensable. Alors ce qui est marrant, c'est quand on fait ce genre d'exercice rhétorique, c'est quand on dit que ferions-nous s'il n'y avait pas le monde matériel, le monde fonctionnel, le monde des choses et des faits, c'est qu'on en exclut en fait les artistes-auteurs. On dit, eux c'est pas ça, eux c'est le monde des idées qui descendent sur des gens qui peignent en toge ensuite. Et donc il continue la page d'après. Alors il y a beaucoup, on va essayer de vous épargner au maximum les espèces de, on va dire d'envolées performatives de Franck Riester. Où juste il dit je veux faire des trucs très 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 forts. Et il veut vraiment beaucoup de choses. Et il veut vraiment les faire. mais en fait, tant qu'il dit pas ce qu'il fait, que va faire le ministère de manière concrète, en fait, c'est juste des paroles. Donc on n'a pas besoin de... Donc par exemple, juste avant, il y a « Je veux aujourd'hui les remettre au centre ». C'est très très bien. C'est très bien de le vouloir. D'accord. Maintenant, il faut le faire. Mais bon, je continue sur la vision rétrograde du monde de l'art qui est quand même... Là, il y a une espèce de pépite. Créer suppose une certaine capacité de résistance à l'ère du temps. Il s'agit d'obtenir tout ce que la société a naturellement tendance à ne pas accorder. Donc c'est une tendance naturelle. Si la société accorde pas des trucs, c'est pas parce que c'est des choix politiques, c'est la nature, ma pauvre dame. Et peut-on lutter contre la nature? Non, si c'est la nature, on est foutu. Toutes choses qui sont pourtant nécessaires à la création. La liberté, le temps, la solitude. Et bien sûr, la reconnaissance des artistes et des créateurs et la juste rémunération de leur travail.
Et là, c'est une des rares fois où on entendra le mot travail dans ce long discours de Frank Riester. Vous connaissez sans doute cette phrase que l'on attribue à John Steinbeck. Alors là, je traduis, j'ai des gens qui bossent et qui m'ont cherché des citations. Le métier d'écrivain fait apparaître celui de jockey comme une situation stable. Cette affirmation vaut naturellement pour tous les artistes-auteurs. Donc big up à tous les jockeys qui nous écoutent ou à tous les gens qui connaissent des jockeys, parce que moi, j'ai pas la ref. Hein. La situation de jockey pas très stable, ça me parle pas des masses. Bien entendu, aucun d'eux. Alors ça, c'est le moment. C'est le petit moment insulte. C'est-à-dire, si on commence pas un discours macronien sans insulter un peu les gens, c'est pas un vrai discours macronien. Bien entendu, aucun d'entre eux n'a embrassé cette carrière pour la sécurité de l'emploi ou l'assurance même du chèque à la fin du mois. Ils ont choisi la liberté, avec la part d'incertitude et de risque qu'elle implique. Ils vivent avec la pensée que l'échec est possible, qu'en matière de création, rien ne se passe jamais comme prévu, que le succès est aléatoire, et ça, ils l'ont accepté dès le départ. Donc en fait, là, ce qui est assez horrible, qu'en fait, juste avant ça, il y avait le rapport Racine qui disait ce qui est important, c'est de rémunérer le travail. Le travail n'est pas bien pris en compte. On se concentre uniquement sur l'œuvre. Et sur le succès qu'elle peut rencontrer éventuellement. C'est ça. Et là, immédiatement, Frank Riester fait une espèce de mash-up comme ça en disant « Non, en fait, les artistes, vous comprenez quand on fait un dessin, bon, bah des fois, le dessin, il est raté. Ils ont accepté ça. Donc, ils acceptent aussi d'être mal payés. » Il y a une espèce de truc comme ça entre une image d'Épinal de ce que c'est que de créer des œuvres et la situation financière des artistes-auteurs, en fait. Et puis, il y a cette idée que tu savais que ça allait être la galère, et t'y allais parce que t'es passionné, que c'était une vocation. En fait, c'est un peu de la faute des artistes-auteurs s'ils sont dans la merde aujourd'hui. En fait, ils sont dans la merde, mais ils l'ont choisi, tu vois. Alors pourquoi ils se plaignent? Mais ce qu'il y a de marrant, encore une fois, hein, c'est la différence de ton. C'est-à-dire, le rapport Racine était un truc hyper terre-à-terre, qui parlait qui partait d'une enquête de terrain pour parler de trucs, de la réalité véritable et tangible. Et là, on est dans le monde des idées, quoi. C'est vraiment... Alors... Ouais, après, ça devient de la langue de bois, de la turbo-langue de bois, hein, depuis ma nomination il y a plus d'1 an. Alors ça, c'est un truc... nous, on peut pas le faire, hein, mais quand on est ministre, visiblement, on peut s'auto-cirer les pompes sans aucun problème, quoi. C'est genre, j'ai été très très fort. Je trouve que je travaille très très bien, et mon intellect est à la portée est à peu près dans la stratosphère en ce moment. Alors quand même, moi, il y a un accomplissement que j'ai noté. Donc là, je revois les pages parce qu'on va pas se lire tout ça in extenso. Hein. On va vous épargner un petit peu. Mais un des accomplissements qu'on notait là même dont on discutait avant le live, c'est que quand même, le rapport Racine a été rendu public et très vite. Ce qui n'était pas forcément... ce qui n'est pas forcé déjà, sous la Ve République. C'est-à-dire le ministère aurait pu dire... On a un rapport, mais on le garde. Genre, pour une raison qui nous regarde, ils auraient pu dire non, le rapport n'est pas très intéressant, hein, ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment pu faire ça. Ouais, il me semble qu'il était hyper attendu. Tu avais plein d'associations qui continuaient de parler de ce rapport, de dire qu'il était ultra nécessaire, qu'on voulait les réponses. Quoi. C'est que d'une part, il l'avait annoncé. D'autre part, Bruno Racine avait rencontré en fait les associations représentantes d'auteurs. Donc ces associations-là étaient au courant qu'il se passait quelque chose. Et aussi, les auteurs se mobilisaient encore à cette année-là. Par exemple, 22 janvier, c'était juste avant le festival de la bande dessinée. Et il y a eu une espèce de conflagration comme ça entre le discours de Riester, donc qui était le 18 février, donc un peu tard quand même. Mais avant ça, il y a le président qui est venu faire la... Et d'ailleurs, la réaction de Riester a finalement été assez attendue et elle a pris quand même quelques semaines avant qu'il se décide à faire un discours là-dessus. Il s'est rodé, quoi. Il a pris un peu de temps pour réfléchir à ce qu'il allait faire. Et pour faire patienter, il y a eu Emmanuel Macron himself, The Original Gangster, qui est arrivé au Festival de la BD d'Angoulême le 29 janvier. Et qui a essayé de temporiser en disant « Oui, je vous ai bien écouté et on va faire des trucs, je vous jure. » On reparlera de Macron plus tard. Il y aura de nouveau une intervention dans cette histoire. Mais là, c'est un peu genre... il vient tempérer, quoi. Le rapport Racine est sorti. Riester n'a pas encore parlé, donc Macron vient dire « L'État vous a entendu. » Donc voilà, donc dans les choses vraiment utiles de
de ce discours, il y a le fait que quand même ils l'ont rendu public, quoi. Et maintenant ils vont devoir se débrouiller avec. Donc ensuite il y a beaucoup de propositions, on va dire, mais qui sont des objectifs, en fait, qui sont se fixer un cap, donner des grandes lignes, mais qui du coup sont pas des vraies mesures. Mais il donne pas du tout il annonce pas du tout la méthode avec laquelle il veut travailler pour atteindre ses objectifs. C'est je souhaite ci, je souhaite ça. Ou parfois il donne des objectifs de temps un peu vagues, genre le second semestre 2021. On va voir que dans ce qu'il a promis d'ailleurs pour le second semestre 2021, il y a des choses qui se feront sans doute pas. Ouais. Par exemple, moi, il y a un moment qui m'a fait trop rire dans ce grand discours. L'heure n'est plus au constat et à l'analyse. Je vous le donne en mille, c'est suivi d'un constat et d'une analyse. Nous savons aujourd'hui que leurs droits sociaux ne les protègent pas finalement. Ils sont fragilisés par les conditions de création qui sont très largement modifiées en quelques années. Le rôle de l'État est d'apporter des réponses. Ah. Donc ensuite, y a-t-il une réponse? Non. Au terme d'un dialogue interministériel nourri, un décret sera rapidement présenté aux artistes dans le cadre de cette concertation. Ok. Alors il y a quand même des choses, il y a un peu de concret à un moment. Donc là, le décret dont il parle, par exemple, c'est le champ des activités principales sera étendu des artistes-auteurs en y incluant la direction de collection comme je m'y étais engagé. Donc ça, je crois que c'est un truc qu'on avait dit... Ça, ouais, c'est fait. Mais il faut quand même noter que cette discussion sur le décret, elle avait été entamée avant le travail de Bruno Racine. Et d'ailleurs, il le dit, Bruno Racine, c'est déjà engagé, que effectivement, il est d'accord avec cette idée d'étendre le champ des activités artistiques et accessoires. Mais que justement le travail de concertation il est un peu engagé et il est déjà engagé et du coup il y a cet effet d'annonce de Franck Riester qui s'approprie un peu en fait c'est voilà comment je vais réaliser le rapport Racine. Oui mais en fait non c'était déjà en cours quoi. Et c'est une technique de ninja que Roselyne Bachelot va réutiliser plus tard, c'est-à-dire quand vous annoncez des mesures, vous annoncez des trucs qui sont déjà en train d'être faits et vous dites on va le faire. Genre je sais pas, c'est comme si vous êtes en train de faire à manger et c'est prêt et vous dites maintenant je vais commencer à faire à manger et une seconde plus tard vous sortez les assiettes de... Je sais pas ce que je pense de cette métaphore, la mais métaphore on va n'est pas bonne, je la garde. Votez pour cette métaphore dans le chat s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, on va voir, mais spoiler pour la suite, que en fait, entre les annonces de Franck Riester là en février 2020 et les annonces de Roselyne Bachelot il y a quelques semaines, il y a comme qui dirait des similitudes. C'est ça, il y a des choses qui se ressemblent vachement. C'est comme si en un an rien n'avait été fait. Ouais. Un peu. Et surtout, il y a le rapport qui se trouve moins, c'est le rapport avec les préconisations du rapport Racine. D'ailleurs, dans le chat, n'hésitez pas, on fera un petit quiz tout à l'heure quand on passera aux propositions de Roselyne Bachelot. Je n'ai aucune idée de comment utiliser la commande quiz, mais par contre, je vous demanderai de me dire, à votre avis, combien de mesures, donc les mesures de Roselyne Bachelot qui ont été annoncées, c'était une quinzaine de mesures. Ouais, 15 mesures. Alors si vous lisiez des journaux comme Le Figaro, pour eux c'était 15 mesures du rapport Racine. Ils faisaient le truc, c'est genre, il y avait 23 mesures au début, ils en ont retenu 15, c'est bon quoi. Ouais, c'est un bon quota, il y a un peu plus de la moitié du quota qui est fait. À votre avis, combien de ces 15 mesures ont un rapport, on va être large quoi, ont un rapport de près ou de loin avec des recommandations du rapport Racine sur 15? Est-ce que c'est 3 sur 15? Est-ce que c'est 5 sur 15? Est-ce que c'est super bien et que c'est 10 sur 15? Voilà, on vous demandera de voter tout à l'heure. Donc, vous noterez qu'on ne propose pas 15 sur 15 d'ailleurs. Hein, je ne propose pas 15 sur 15 parce que je pense que c'est trop... mais si vous pensez que le gouvernement est ultra efficace, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Hein. Ça se trouve, ça va marcher. Alors, le plafond de revenus des issues des activités accessoires sera augmenté de 50%. Donc ça, pareil, c'était dans les tuyaux. Et Franck Riester dit ça va être fait, ok, d'accord. Alors là, il y a tout un passage sur la réforme des retraites à venir, donc celle qui n'a pas encore été faite. Donc ça, je pense que tout est annulé en fait. Hein. Genre la crise Covid, les manifestations. C'est en stop quoi. Ça n'a pas été, c'est pas officiellement annulé, si je dis pas de bêtises, mais c'est en pause. Donc c'est vrai que finalement, ils s'engagent pas trop en disant oui, enfin. On fera attention. Enfin, c'est vrai que quand la réforme des retraites avait été annoncée, il y avait eu un mouvement d'artisteurs qui disait
Par exemple, quand la CSG avait augmenté, on n'avait pas du tout pris en considération la situation des artistes-auteurs. Et on n'aimerait pas que ça se reproduise pour la réforme de retraite, que ça augmente incroyablement nos cotisations, alors qu'on est déjà une profession avec des revenus modestes. Et c'est vrai que du coup, pour Franck Riester, ça coûte rien de dire on fera attention aux artistes-auteurs quand il sera question de la réforme des retraites. Et il y a une façon de le dire en plus. Moi, j'ai noté, dans les trucs que j'ai notés, il y a une façon, quand on est ministre, pareil, de dire on faisait tout très très bien, mais on va changer quand même quelques trucs. Genre, ah bon, mais alors tout n'était pas parfait. Alors, dès le texte initial, une prise en charge de l'État de la part patronale pour l'ensemble des revenus artistiques était prévue. Toutefois, les concertations menées avec les artistes-auteurs ces dernières semaines ont mis en évidence le besoin d'adapter le texte encore davantage. C'est genre, on faisait déjà bien notre boulot, mais on va le faire encore mieux. On est fort à ce point. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans les mesures qui ont vraiment été prises? Alors, achever la fusion de l'AGSA et de la Maison des Artistes. Ça, c'est... on a vu avec quel succès. Ouais, est-ce que c'est le passage à l'URSSAF ça... Parce que c'est pas vraiment une fusion, l'AGSA et les Maisons des Artistes existent encore en tant qu'entité séparée, si je ne me trompe pas. C'est ça, et à un moment donné, il y avait même un projet qui était de ne garder que l'une de ces deux associations, soit la MDA, soit l'AGSA. En ce moment, on n'a pas de nouvelles de ce projet. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, avec le transfert de pas mal de compétences vers l'URSSAF, elles ont des missions assez réduites. Elles doivent prononcer l'affiliation à la sécurité sociale des artistes-auteurs. En gros, c'est quand tu as fait ta demande de... Quand tu fais ton début de carrière, ils doivent dire oui, tu dépends bien de la sécurité sociale des artistes-auteurs ou pas. Et ils ont une fonction pour l'aide sociale et ils sont censés aussi t'informer sur le régime. Quand tu as des questions sur le régime artiste-auteur, c'est eux que tu dois aller voir. Ils servent un peu d'experts, quoi. Ouais. Ils sont là. Alors moi, des fois, quand je les contacte, je suis pas convaincue. Ok. Mais du coup, moi, alors là, j'avais noté un truc important qu'il fallait que je te demande. Je souhaite également finaliser nos discussions avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse concernant la rémunération des artistes-auteurs quand ils interviennent dans le cadre scolaire. Donc ça, alors c'est un truc, il n'y en a plus aucune trace dans les mesures de Bachelot. Ça parle plus du tout de la rémunération des artistes-auteurs qui interviennent en milieu scolaire. Donc je sais pas si est-ce qu'il y a des nouvelles de ça? Est-ce que ça a changé ou... Non, ça toujours, je sais pas. C'est toujours la même chose, quoi. Un peu. Après, dans la rémunération dans les écoles, je trouve que globalement, en fait, il y a d'autres accords qui ont été trouvés par d'autres voies. Par exemple, il y a la charte des illustrateurs et des auteurs jeunesse qui propose des tarifs minimums ou des choses comme ça. C'est des recommandations qui sont plutôt bien respectées. Mais tu vois que justement, c'est vraiment les assos qui sont allés au charbon avant. Ça reste des recommandations parce qu'on était forcé de les faire, quoi. Et ensuite, il n'y a rien de contraignant, jamais. Ouais. Et le truc aussi, quand tu interviens dans les écoles, c'est que par contre, les écoles, les communes, elles sont hyper longues à te rémunérer. Et ça, faudrait voir justement si c'était aussi au cœur des discussions. Mais il faudrait se renseigner. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait pas du tout, cette mesure, elle ne fait pas du tout parler d'elle. Et dans les mesures suivantes, alors après, il y a un long passage où il parle encore des retraites, mais d'un autre volet des retraites, du problème de la non-cotisation à l'AGSA des retraites. C'est-à-dire de gens qui ont cru... Alors, si dans le chat, vous n'êtes pas familier de cette affaire, alors je parle sous ton contrôle, parce que moi, je suis pas vraiment spécialiste non plus, mais de ce que j'ai compris, c'est des artistes-auteurs qui ont cotisé toute leur vie, toute leur carrière, en pensant qu'ils cotisaient à la retraite. Genre, ils croyaient de bonne foi le faire, on leur a dit, voilà, vos cotisations, ce que vous nous devez, c'est ça. Mais la GSA n'a pas fait les appels de cotisation pour la retraite, en fait. C'est-à-dire que des gens sont arrivés en fin de carrière et on leur a dit, mais en fait, vous n'avez jamais cotisé. Donc votre retraite, ça va être le minimum vieillesse, quoi. Et c'est un scandale, un peu. Ouais. Quand même. Donc c'est une espèce de couac administratif, mais sur des dizaines d'années, en fait. Je sais pas combien de temps ça a duré. Des dizaines d'années, ouais. Et du coup, ce qu'on a proposé aux artistes-auteurs, c'est, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est racheter tout vos trimestres.
mais c'est des milliers et des milliers d'euros, donc tu te rends compte que c'est absolument pas C'est ça, j'avais adapté. vu, ça concerne genre peut-être une centaine d'auteurs, 200 à tout casser, qui ont pu faire ça en fait, qui ont pu Mm. racheter vraiment les trimestres de cotisation. C'est genre, imaginez, vous arrivez à la fin de votre carrière professionnelle et on vous dit, alors on a oublié de cotiser votre retraite, mais pas de souci, vous pouvez tout cotiser d'un coup. Ouais. Vous pouvez cotiser 40 ans de retraite si vous avez envie, et comme on est vraiment trop généreux, on le fera. Alors là, il parle de ça, il dit en 2016, le gouvernement a ouvert la possibilité de régularisation des cotisations. Alors ce qui est marrant, c'est de voir les termes qu'ils utilisent. Mm. C'est genre, On fait une fleur, quoi. ils disent pas c'est les gens qui vont racheter leurs trucs et ils Mm. pourront pas le faire, ils disent on a offert qu'ils régulent leur situation. Mais avec évidemment de l'argent que la plupart n'auront pas. Absolument. Et ensuite, il fait une espèce d'exercice de souhait profond. C'est assez marrant. Toutefois, je n'ignore pas le désarroi de celles et ceux qui se trouvent aujourd'hui confrontés à cette situation. Je souhaite que leur demande soit traitée avec la rapidité, l'efficacité et la bienveillance. Pour ce faire, je demande à la GSA de mettre en place une cellule d'accompagnement qui traitera au cas par cas les situations. Je souhaite être régulièrement informé. Donc en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est que à chaque fois qu'il dit je souhaite, on pourrait rayer le truc et dire bon bah rien ne sera fait parce qu'en fait c'est pas le ministère va déclencher, Mm. le ministère va mettre en œuvre, le ministère va prévoir un budget de temps pour tel truc. C'est vraiment si quelqu'un s'en occupe, je suis là, hein, pas de problème. Je vous regarde et j'aimerais bien que ça se passe quand même. Euh, donc voilà, là, en gros là-dessus non plus, ils feront rien. C'est ce qui est toujours. Donc là, on est au premier point, hein, c'est le volet social. Rien. Ensuite, situation économique des artistes-auteurs. Alors si, il y avait quand même les deux trucs là qui étaient déjà dans les tuyaux. Volet Ouais. social, des trucs qui étaient déjà dans les tuyaux, et rien. Volet un peu fiscal, on va dire, où on parle toujours pas de travail, hein, toujours. Ouais, enfin C'est, là, c'est le volet un peu économique, situation économique, les rémunérations et tout ça, quoi. Mm. Et là, Et ouais. il y a un peu une diversion là qui est opérée, genre où l'État va s'attaquer aux plateformes numériques, dire Mm. ce qui est un peu. Alors après, on verra un texte qui a pu influencer, je pense, le discours de Riester. Mais c'est un peu pour éviter de taper. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, que c'est pour éviter de taper sur l'industrie française, pour pas dire quand même les éditeurs prennent une trop grosse part du gâteau. Ce que fait Franck Riester, c'est qu'ils disent ouais, les grosses plateformes numériques, les GAFA, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Ce qui n'engage à rien, c'est-à-dire Mais oui. dire Amazon c'est de la merde et Google vraiment c'est quelle bande de salauds. Mais en même temps, genre, Ouais. bah, voilà, ils vont pas débloquer des nouveaux moyens pour lutter contre ça. Alors je vous lis quand même le passage. L'État a pour rôle fondamental d'être le garant du droit d'auteur, dont les principes essentiels sont d'ailleurs d'ordre public. Ok. Le but du droit d'auteur est de protéger le lien qui unit l'auteur à son œuvre, de protéger le créateur, car c'est bien lui qui est à l'origine de la richesse issue de l'exploitation de son œuvre. On remarque à quel point il évite le terme travail avec brio. On dirait quelqu'un qui dribble devant une cage de foot. Aujourd'hui, le partage de la valeur entre les créateurs des contenus culturels et ceux qui les diffusent ou les produisent demeure déséquilibré. Je pense par exemple à de grands acteurs du numérique qui génèrent d'importants revenus sans contribuer ni au financement des œuvres qu'ils diffusent, ni à la rémunération de leurs créateurs. Ce n'est pas acceptable. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, bah, ils se permettent de ne pas du tout parler des acteurs, pas du numérique, des Ouais. acteurs classiques. Mais d'ailleurs, on va le voir, enfin, il y a, dans plusieurs passages du discours, tu vois, qui ménagent un peu les diffuseurs et qui rappellent que les diffuseurs, qu'il faut vraiment qu'on soit amis entre nous parce que c'est sans eux, on peut rien Ouais. faire, quoi. Les entreprises, c'est avant tout des partenaires. C'est ça, C'est pas- ce sont des Il n'y a partenaires. pas, il y a pas de. En fait, c'est ça, c'est que si on a une lecture un peu, j'ai envie de dire janséienne de ce discours, il y a une espèce de négation totale du fait qu'il y a des gens qui se font exploiter leur travail et des gens qui exploitent des biens, en fait, Mm. des produits qui vont ensuite vendre. J'ai des petits compliments de Guy, ça Ah, fait toujours merci plaisir. Guy! On le dira pas non plus. On dira pas ce que c'est que le compliment. C'est sur ma coupe de cheveux, irréprochable. Euh, Mais ouais, je trouve que quand même, t'as mis le doigt sur un truc hyper juste, c'est que le terme de travail n'apparaît nulle part, quoi.
Alors que c'est vraiment le cœur de l'enjeu, c'est dire genre les artistes-auteurs sont des travailleurs comme les autres, donc ils ont le droit à une juste rémunération pour leur travail, et en contrepartie, ça leur donne accès à des droits sociaux, etc. Et c'est vrai qu'ils tournent autour du pot, quoi. Alors là, il y a un autre truc aussi, j'avais noté un petit point d'interrogation, je voulais te le demander. C'est plus la pression, je vois, tu me dis ça, mais... Quelle est, je répète, quelle est la capitale de... Non, pas du tout, c'est un truc qui est en rapport avec la superficie de la Nouvelle-Guinée. Non, en fait, c'est un moment, Riester dit, vous le savez, alors c'est marrant parce que c'est des trucs que je pense très peu de gens savent, sous l'impulsion du président de la République, tout le gouvernement s'est mobilisé dans la bataille pour l'adoption de la directive sur le droit d'auteur l'année dernière. D'ailleurs, ce passage m'a buté, tout le gouvernement se mobilisait. Je sais pas si le ministre de l'Agriculture, par exemple, s'est mobilisé pour la directive il s'est dit, européenne. Le droit d'auteur, j'y vais tout de suite, c'est mon travail. Alors, mais en fait, ce que j'ai compris entre les lignes, parce qu'il dit pas clairement ce que c'est que c'est une mesure européenne, en fait. Ouais, je pense, sur les droits numériques. Il dit, nous sommes battus pour que face à cette évolution des rapports de force entre les acteurs, la rémunération proportionnelle des artistes-auteurs soit reconnue au niveau communautaire. Donc en France, on traduit, c'est une grande victoire collective dans laquelle la France a joué un rôle majeur et décisif. C'est super drôle, parce que les mesures européennes, ça sert à ça aussi, c'est quand vous rendez un texte de loi, il y a une mesure européenne, vous n'avez rien à voir avec, parce que le gouvernement français, dans les mesures européennes... Et en plus, tu n'as pas le choix que de l'appliquer. C'est ça, et en plus, en droit français, ils sont obligés de l'adopter pour que ça se... En gros, ils disent, ok, on est obligé de faire ça, mais on le veut très très fort, et c'est notre victoire, un peu. C'est clair. C'est pareil, c'est une stratégie de pro, faut pas essayer ça chez vous. C'est des contorsions langagières qui sont uniquement réalisables par Mais je pense que tu peux faire un cours de rhétorique comme ça, ou... Ah mais j'adorerais, moi. Et tu prends ton discours pouvoir et faire ça dans la vraie vie, quoi. Genre, je sais pas, ton tram arrive à destination et tu dis c'est grâce à moi, je me suis battu pour que le tram arrive ici, et tu sors. Merci, public. Et genre, ok, qui êtes-vous? Il y a un autre truc aussi que j'avais noté intéressant, c'est à un moment il dit, alors il parle d'un projet de loi, donc sûrement un truc qu'il voulait faire mais qui s'est pas fait. Projet de loi consacrera la possibilité pour tout auteur de demander la résiliation de plein droit de tout ou partie du contrat en cas d'absence totale d'exploitation de son œuvre. Alors ça, je sais pas si j'ai pas vu que ça c'était... Enfin, est-ce que c'est pas déjà le cas? Est-ce que c'est... Dans les contrats d'édition, c'est le cas, que l'exploitation permanente et suivie, elle est obligatoire, et c'est un motif pour demander la résiliation de ton contrat. Mais effectivement, il me semble que c'était pas généralisé à tous les contrats de cession de droit d'auteur, quoi. Parce que c'est vrai que en droit d'auteur, quand tu fais un contrat de cession, il y a un peu des règles générales pour tous les contrats de cession, et ensuite tu as des contrats spéciaux, et par exemple le contrat d'édition il en fait partie, et tu as encore plus de règles obligatoires qui s'appliquent, soit parce qu'elles sont prévues par le code de la propriété intellectuelle, soit parce qu'elles sont prévues par un accord entre les diffuseurs et les artistes-auteurs. Et c'est vrai que par exemple, pour le contrat d'édition, ça existe déjà, quoi, cette obligation d'exploitation. Du coup, je sais pas ce qui... mais à me renseigner, mais c'était sans doute pas le cas pour tous les secteurs, ouais. Mais ouais, je trouve que c'est hyper important, ça, de se dire que, pas que en fait, tu cèdes tes droits à un diffuseur pour jusqu'à 70 ans après ta mort, qu'il en fasse rien, et que toi, t'es bloqué, et ton œuvre sera jamais diffusée, et tu peux rien faire contre ça, quoi. Et ouais, en gros, alors ce qui est marrant, c'est que donc, pour l'instant, il y a quelques trucs quand même intéressants. Il dit, on fait des trucs, machin, mais il n'y a plus du tout ni la structure, ni les mesures du rapport Racine. C'est-à-dire, on rappelle, le rapport Racine mettait au tout début, la représentation des auteurs. Genre, c'est genre le truc le plus important. Et là, typiquement, il parle de cette directive européenne, directive qui n'est pas du tout abordée dans le rapport Racine, et je pense pour la simple et bonne raison que cette directive qui était adoptée au niveau de l'Union européenne, la France est obligée de le transposer. Ça va se le faire d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et c'est des questions de droit sur le numérique, c'est pas des trucs qui vont changer fondamentalement la donne. Tu as l'impression que tu dévies un peu des sujets posés par le rapport Racine. Il s'agit de remplir quand même un discours de 10 pages, donc à un moment, il faut y aller. C'est vrai. Il aurait pu faire plus court, quand même. Ouais, je crois que là, il s'est chauffé.
pour ses futurs discours. Oui, c'est ça. Et là, par exemple, ce projet de loi permettra d'imposer aux plateformes le respect du droit moral. Voilà. Donc, en gros, il parle des grandes plateformes numériques. On s'est très, très loin éloigné du sujet. Alors, voilà, là, il y a un moment après, juste qui est très, très intéressant. Il dit, plus généralement, le rapport de Bruno Racine a mis en lumière l'épineuse question du partage de la valeur. Là encore, remarquez l'habileté avec laquelle le mot travail n'est pas prononcé, parce que le rapport Bruno Racine parlait clairement de la rémunération du travail, pas du partage de la valeur. Ouais, tout à fait. Et alors là, juste après ça, il dit, donc la question est très dure, donc cette question a été mise en lumière, ok, donc il se trompe déjà de question, mais c'est pas grave, on lui concède ça. Qu'est-ce que tu vas faire, champion? Surprends-nous. J'appelle les acteurs des différentes filières créatives à saisir cette opportunité, se réunir et trouver des voies et des moyens à des solutions satisfaisantes pour tous. Et là, j'ai un jeu, moi, à proposer. Ça va être de lire ce rapport et de compter le nombre de fois où il dit « J'en appelle à votre responsabilité ». Alors ouais, si vous faites un jeu à boire et que vous buvez à chaque fois qu'il dit « J'en appelle ou je souhaite », vous allez finir raide torché. Hein. C'est genre, faut pas faire ça. Et non, et puis l'expression « Vous devez agir en responsabilité ». S'il vous plaît, faites quelque chose, parce que nous, je pense qu'on va rien faire. Alors, il s'agit, pour mon sens, de répondre à deux enjeux. Ok, donc renforcer les chaînes de création pour générer plus de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en second lieu, répartir cette valeur de façon équitable entre tous les acteurs. Ok, donc toujours... donc c'est langue de bois Turbo 3000. Hein. Ces questions se posent de manière singulière. En plus, là, quand je lis, c'est en premier lieu, tu fais plus de valeur. Et genre, tu crées plus d'argent et après, tu envisages de répartir de manière équitable, tu vois. Parce qu'il y a une logique technocratique assez consistante, hein, c'est de dire, si y a des gens qui manquent de quelque chose, c'est que le gâteau est pas assez gros, en fait. Ouais. Il faut faire grossir le gâteau. C'est ça. S'il y a des gens qui ont du mal à se loger, il faut construire toujours plus de logements. C'est pas parce que des gens concentrent tous les logements au même endroit que ça pose problème. Ouais, tu te dis que c'est en second lieu de réfléchir à la répartition actuelle. Alors, pourquoi est-ce que tu le fais pas tout de suite? Je ne sais pas. Alors, moi, ce qui est bien aussi, c'est qu'ensuite, il dit « Il n'y aurait aucun sens à vouloir apporter une réponse globale, unique et uniforme. » On n'a pas lu le même rapport à Racine, hein, je crois, ce monsieur et moi. Aussi bien la filière du livre, de la musique, des arts visuels, ou encore de l'audiovisuel et du cinéma. Ce qui est une stratégie de diversion classique quand on parle de ces questions, visiblement, c'est de dire « Les artistes, vous comprenez, sont quand même tous différents. » Ouais. Regardez cette personne qui peint un tableau et cette personne qui fait de la musique. C'est pas la même chose. On peut pas faire la même chose. Il y en a une qui mange, il y en a une qui mange pas, par exemple. Exactement, voilà, c'est ce qui va se passer. Et donc là, il dit ce qu'il fera. Le ministère de la Culture assumera pleinement son rôle de médiateur, mais il ne lui revient pas de se substituer aux acteurs du secteur qui doivent agir en responsabilité. J'estime que mon rôle est de veiller à ce que ces discussions, donc ces discussions qu'il n'a pas dit comment elles auraient lieu, hein, c'est genre ces discussions qui vont arriver d'elles-mêmes parce que tout le monde est trop responsable, nous on sera là, quoi. Ait lieu dans un cadre constructif, apaisé, selon un calendrier déterminé. J'en appelle à tous les loups et à toutes les brebis à se mettre dans le même enclos et à trouver une solution. Et je serai là pour regarder, je vous jure. Ça va être pas mal. Donc en gros, on ne fera rien sur des négociations, sur le partage des droits d'auteur, visiblement, et de la valeur, sans parler du travail ou d'élection. Donc après, il continue sur ce truc-là en disant « Ouh là là, je vous jure, c'est très très sérieux comme question. Ouh, qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est compliqué. » Et aussi, à un moment, il dit « Tous ces sujets doivent être discutés au sein de chaque secteur au moyen de négociations collectives. » Et là, on se dit « Mais comment on fait ça sans représentation collective ?» Alors comment tu fais une négociation collective s'il n'y a pas de représentation des artistes-auteurs? Et il va y venir plus tard quand même à un moment, il sera bien obligé d'aborder cette question. Donc encore une fois, hein, pour alimenter ce débat, alors là il y a une espèce de truc qui va ressortir plus tard, on vous fera le dark rapport Racine, ouais. Le rapport Spirelli. Pour alimenter Signorelli. Répète-le souvent, parce que moi aussi je me gourde toujours. Je crois que j'ai été... moi je pense Spirelli, Spiruline, je sais pas. Lui donner notre petit nom. Mais en fait, je me suis entrée... Non, Cyrinelli. Ah, Cyrinelli.
Le rapport Pirelli, exactement, Guy Pradel. Je pense que... Mais en fait, c'est un rapport beaucoup moins connu et beaucoup plus court, mais qui a été demandé en fait à quelqu'un sur une mesure précise du rapport Racine. Donc là, c'est une autre technique. Hein. C'est genre, s'il y a vraiment des mesures qui sont trop brûlantes, il faut encore délayer un peu ça et dire, est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on veut faire cette mesure? J'ai redemandé un rapport. Je demanderai au Conseil supérieur, donc au SPLA, de la propriété littéraire et artistique. Donc il demande à un conseil de la propriété l'opportunité d'un encadrement du contrat de commande, donc de réfléchir sur les contrats de commande, le truc qui était dans le rapport Racine. Ouais. Et donc on verra plus tard la réponse de ce conseil de la propriété et du rapport Spirelli. Donc ensuite, ouais, là c'est du wishful thinking à fond, donc on passe. Et là on arrive aux élections, là. Alors les élections, c'était quelle page pour toi? Je sais pas, j'ai pas les T'as mêmes pas les pages. numéros des pages. Suivante. Suivante. Tac, Oui, tac, suivante tac. encore. Ouais, c'est encore plus loin. Voilà. Des élections devront avoir lieu. Ah voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Parce que c'était quand même la base du rapport Racine. C'est le rapport Racine disait, d'abord on fait des élections, ensuite qu'est-ce qui se passe. Et donc là, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il dit, au sein de cet organe, la représentativité s'appuiera, alors je sais plus de quel organe il parle exactement. Le Conseil national des artistes-auteurs, qui était justement une des mesures phares proposées par Bruno Racine. Et je crois qu'avant, il dit, il faudra que ce truc se fasse. Donc, en fait, justement, il dit il faut qu'on ait ce CNA, et ce CNA doit être l'endroit où s'exprime justement la représentativité des artistes-auteurs. Ah oui, c'est ça. Donc j'ai ça dans mes notes de lecture. C'est un peu une douche écossaise. Il vous tease le truc. Il vous dit cette question est centrale. Elle conditionne notre capacité collective à répondre aux difficultés économiques et sociales des artistes-auteurs. Il est indispensable que la totalité des filières de la création dispose dès que possible d'une représentation des auteurs qui soit légitime et incontestable. À ce moment-là, on se dit, mais oui, il le faut. Pour que les spécificités des artistes-auteurs soient entendues dans les réformes sociales et actuelles à venir, nous avons besoin d'une instance transversale de dialogue et social. C'est l'idée du Conseil national des artistes-auteurs proposé par Bruno Racine. Au sein de cet organe, la représentativité s'appuiera sur des critères les plus pertinents à chaque métier et tiendra compte de la contribution à la création qui peut varier d'une discipline à l'autre. La lumière arrive au bout du couloir, attention, des élections devront avoir lieu. Dès que possible, dans tous les secteurs où cela semblera opportun. Je souhaite que l'on fixe comme objectif le second semestre 2021. Donc, voilà, à ce moment-là, il a lancé un truc qui est très très fort en politique. C'est une pièce dans une fontaine comme ça. Il avait, hop, voilà, j'ai fait un souhait. Je croise les doigts. Je fais un vœu, s'il vous plaît, faites des élections. Comment, qui les organise, avec quels moyens, on sait pas. Et là, je vous lis les petites notes de Romain, c'est quelle arnaque. Oui, j'ai l'audio, j'ai le commentaire audio dans mon truc papier. Et voilà, donc l'objectif, c'est le second semestre 2021, donc c'est pas encore dépassé. Hein. Peut-être que d'ici au second semestre, il va se passer des trucs. On croise les doigts. Il y a peut-être des élections cachées. Mais c'est pas l'ordre du jour pour le moment. Peut-être qu'au second semestre, soudainement, des élections vont apparaître. On vous parlera des projet de Roselyne Bachelot tout à l'heure, et spoiler, c'est mal barré. C'est mal barré, ouais. C'est mal barré. D'autant plus qu'après, donc après avoir dit il faut qu'il y ait des élections quand même, c'est vachement important, il dit alors cette représentation n'exclut évidemment pas les organismes de gestion collective. Alors ce qui était effectivement dans le rapport Racine, hein, il dit il faut que tout le monde soit autour de la table aussi. Mais là il le souligne quand même, il dit vous en faites pas, ils continueront à avoir toute leur place et jouent un rôle essentiel dans la défense des intérêts matériels et moraux des artistes-auteurs. Donc ce qui est marrant, c'est que les OGC, c'est déjà les interlocuteurs privilégiés. Là, il dit ça va pas changer, quoi. Et surtout, quand même, il occulte une partie du rapport Racine, c'est que dans le rapport Racine, ce que dit Racine, justement, c'est que ouais, les OGC ont un rôle important, c'est vrai, et elles mettent dans leur mission la défense des artistes-auteurs, mais leur légitimité, elle est quand même un peu discutée parmi les artistes-auteurs et les organisations, quoi. Que c'est quand même un peu un sujet de débat. Et là, ce débat, tu le retrouves pas du tout dans le discours de Franck là, c'est vraiment tout le monde est nos alliés, quoi. On n'a pas... Et donc après, il parle un peu du financement. Alors on se rappelle, dans le rapport Racine, hein, il disait il y a de l'argent, il est là, les OGC en ont plus que ce qu'elles ont besoin d'utiliser. Donc c'est pas très difficile de le réfléchir pour financer des organisations, un conseil des artistes-auteurs, sans problème.
Et donc là, la réponse, donc c'est un des trucs les plus concrets, hein, parce que là, on en vient à la thune, il peut pas tourner autour du pot. Je serai également attentif à la question du financement des organisations représentatives, défendre les intérêts des artistes-auteurs. Cela demande du temps et des moyens. Donc il va être attentif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais je ne suis pas favorable à l'idée d'un financement obligatoire par les organismes de gestion collective. Et là, on est en droit de se demander pourquoi. Eh bien, on ne le saura jamais. Une réflexion devra donc être engagée pour trouver des solutions satisfaisantes et pérennes. J'appelle tous les acteurs à l'esprit de responsabilité sur ce sujet. Donc, en gros, là, il dit, pour faire ces élections, que quelqu'un, on ne sait pas qui fera, il faudra de l'argent, mais ce ne sera pas celui des OGC, mais il faudra trouver de l'argent. Et je trouve que la technique est hyper forte parce que justement, moi quand j'ai lu le rapport Racine, je me suis dit, alors je lis là cette partie sur la représentativité, il faut des syndicats qui soient élus, et je me suis dit, ouais mais alors franchement, pour avoir des syndicats qui aient des moyens humains, si on veut payer des permanents, on va nous sortir l'argument de on n'a pas les moyens, d'où vient l'argent. Donc tu continues de lire ton rapport Racine, qui est hyper bien foutu, et tu lis, bah, l'argent il peut venir des OGC qui ont des irrépartissables, enfin de l'argent qui est attribué à rien d'autre et qui peut être utilisé. Tu dis, mais oui, logique. Et le ministère peut pas se cacher derrière ce truc de il n'y a pas les moyens. Mais je pense que c'est pour ça qu'il en parle si vite. Ça dure 2 lignes. C'est genre, on ne le fera pas. Mais par contre. Mais ouais. Et c'est 10 lignes dans un rapport entier, maudit. Ouais, c'est ça. Et là, il met le truc de côté direct. Ouais. Et alors après, la suite du rapport, donc il en parle, la suite du discours de Riester, il parle du volet, on va dire, de l'évolution au sein du ministère de la Culture. Je pense qu'on peut passer là-dessus, grosso modo. Alors après, ce qu'on peut retenir là-dedans, c'est que il y a des mesures en fait qui sont ressorties par Bachelot 1 an plus tard. C'est-à-dire, il y a créé une entité en charge du parcours au créateur au sein de la DGCA. Ouais. C'est dans les mesures de Bachelot. C'est un truc, 1 an plus tard, elle ressort à la même mesure, elle dit « Oui, je vais le faire !» Il y a aussi création d'un outil accessible et simple pour que les auteurs connaissent leurs droits. Ouais. Grosso modo, d'un site internet, hein, c'est ça que ça va être. Ça, pareil, c'est dans les mesures Bachelot. Et il y a aussi un observatoire, l'observatoire statistique, de dire on va se doter d'un observatoire statistique. Alors ça, c'était une proposition hein, de Bruno Racine. Il dit on va s'en doter, c'est parti, go. Et 1 an plus tard, Roselyne Bachelot arrive et dit on va s'en doter, c'est parti, go. Moi aussi, je vais le faire. Et voilà, donc ça, c'était la réponse de Franck Riester. Désolé si ça a paru un peu long et un peu flou, c'est vraiment... c'est représentatif, je crois, de ce truc. Ouais. C'est très très long, très très flou. C'est un truc dont on sent qu'il a été designé par des professionnels pour noyer le poisson. surtout pas parler des choses qui fâchent. et cacher les quelques petites annonces sont cachées au milieu d'un fatras de je souhaite, je veux, je désire, il faut que les gens soient responsables. Et on fera rien. Ouais, et puis quand tu reprends ça concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Et alors un truc par contre qu'on va pouvoir lire et que j'ai découvert, alors je suis tombé dessus hier en cherchant un article c'est... Alors celle-là, ça devient de la théorie. Hein. C'est qu'est-ce qui fait que Franck Riester a mis tellement longtemps à répondre. Une des théories, ça peut être que il a voulu écouter tout le monde. C'est-à-dire, il a voulu lire le rapport Racine, et puis après, il est allé voir les partenaires de l'État, les entreprises, et il leur a demandé, mais et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des bonnes idées? Alors, parmi les partenaires de l'État, les entreprises, il y a un acteur vraiment majeur dans toutes ces histoires-là, c'est le Syndicat national de l'édition, le SNE. Ouais. Et alors j'en parle pas pour faire du SNE bashing, hein. C'est plus que cette année, la même année en fait, avant que le rapport Racine soit remis, le 9 janvier, il y avait eu les vœux en fait des éditeurs, et où grosso modo les éditeurs s'étaient lancés dans une espèce d'exercice de dire ah vous savez, on réussit à survivre, mais c'est vraiment très très dur. C'est-à-dire mais c'est comme tous les industriels, hein, si vous les écoutez, ils travaillent pour rien. Et ils sont au bord de la banqueroute.
tous, toujours. Donc là, ça... Je sens que chez Guy, le terme de SNE, ça provoque des réactions. Bah là, en fait, c'est ce genre d'exercice-là, leur vœu, donc je vais pas les lire en entier, mais ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il y a quand même un passage entier sur les auteurs, parce que tu sens que le SNE s'attend aux propositions de Bruno Racine, Ouais. et qu'ils veulent mettre un peu... ils veulent mettre la garde, quoi. Ils veulent dire, attention, ne faites pas n'importe quoi, nous sommes là. Mais ouais, je pense qu'ils l'ont senti venir, et que vraiment, je pense qu'ils ont préparé le terrain. C'est ça, il y a Et- vraiment un truc comme ça, et donc je vais retomber là-dessus, quoi, donc sur ce truc qui a un peu plus d'un an, mais où il parle, donc là c'est les éditeurs qui parlent de la fragilité des auteurs. Donc, fragilité des auteurs, dont la situation économique et sociale est difficile et précaire pour beaucoup d'entre eux. Au-delà des réformes sociales et fiscales engagées par le gouvernement, la baisse du lectorat, la baisse du tirage moyen, compensée difficilement par un nombre de titres plus élevés, ont un impact combiné direct sur la situation de nos auteurs. Cette inquiétude, nous la partageons. Donc on sent, c'est nos amis, en vrai. Et il y a ce truc absolument... Alors attendez, il faut que je retrouve. Où est le passage exact qui dit ça? Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est juste après, en fait. Hein. C'est moi qui... Voilà. Dans ce contexte qui affecte tous les acteurs de la chaîne du livre, la tentation est grande de se tourner vers l'État et les pouvoirs publics pour légiférer. Toujours légiférer. Légiférer pour mieux normaliser. Donc là, on sent bien que faire des lois, c'est sale. C'est un peu... voilà, c'est un peu un truc horrible. Proposer par exemple d'inscrire dans la loi de rémunération un minimum de prix de vente des ouvrages pour tous les auteurs. Une rémunération basée sur un camembert global, hors sol, totalement inepte de fausse répartition des droits, qui ne tient compte ni des avaloirs non récupérés, ni des droits annexes. Tout ça est beaucoup trop compliqué, on ne peut pas... Alors là, The Migos, effectivement, c'est un peu... Mais là, c'est lire leur texte. Hein. Ça, c'est un texte du SNE, c'est leur vœu quelques semaines avant que le rapport Racine sorte, en fait. Donc, bien fait pour eux, hein, si on ressort ce qu'ils écrivent à un moment. Cette globalisation revendiquée est un non-sens économique, construit de surcroît sur une méconnaissance totale de l'économie de l'édition et des spécificités de chaque secteur de l'édition. Donc en gros, si on veut légiférer, c'est qu'on n'a rien compris, quoi. Si on était des spécialistes, on saurait qu'il n'y a pas besoin de légiférer. Quant à la normalisation excessive, l'histoire nous enseigne qu'elle a des conséquences dramatiques dans le domaine de la création et qu'elle conduirait à minima à la disparition de nombreux auteurs et de nombreuses maisons d'édition, donc à l'appauvrissement de la création littéraire, au détriment du lecteur et de la société. Donc en fait, si on légifère, non seulement ce sera pas utile, mais en plus ça va leur détruire des auteurs. Ils vont s'embraser par autocombustion, je suppose. Il y a un truc comme ça, un peu cataclysmique qui plane sur ce texte. En gros, on est des neuneux. Oui, c'est exactement ça. Mais pas des neuneux, Guy Pradel, des enfants. qu'il faut prendre par la main. Et bon, bref, j'arrête. Non, mais peut-être pas des enfants, mais tu as de doux romantiques déconnectés des considérations économiques. Et les éditeurs, eux, en ont conscience. Ouais, eux, ils savent. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Hein. Avec ces auteurs qui se mobilisent, mais pour de mauvaises réponses, pour de mauvaises raisons. Donc, après, quand même, il y a un truc là carrément presque menaçant. Souvenons-nous des mots de Portalis, le rédacteur du Code civil. Ne légiférer qu'en tremblant. Donc ça, on sent que c'est une espèce de message qui nous est pas destiné à nous. Hein. Je crois que je vais me l'écrire sur un mur et tous les matins, je me réveillerai, tu vois, genre, à côté de Mimi. J'ai légiféré. En tremblant. En tremblant. On dit souvent que les éditeurs sont au cœur de la création et portent une responsabilité particulière au sein de la chaîne du livre. C'est vrai, et nous l'assumons. Ce sont eux qui prennent le risque financier de publier. Ce sont eux qui fixent le prix du livre. Ce sont eux qui portent la transformation numérique de l'industrie du livre. En bref, ce sont eux sur qui repose une part importante de l'équilibre économique de la filière. Donc là, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il dit les éditeurs, vraiment, c'est eux quoi, qui portent le truc à bout de bras. Et il dit ça dans un chapitre sur la fragilité des auteurs. Ce qui est très drôle. Et ensuite, alors je lis juste encore 2 lignes, et puis après on arrête avec cette horreur. Hein. Nous devons aujourd'hui porter sur l'édition un regard lucide. 74% des maisons d'édition sont en difficulté et la moitié des 720 maisons d'édition adhérentes aux SNE réalisent moins de 350 000 € de chiffre d'affaires. En gros, ce qu'il dit, et ça c'est sans doute une vérité fiscale, c'est
il y a 74% des maisons d'édition qui sont pas des grosses maisons d'édition qui galèrent. Et c'est vrai, mais mettre ça juste après un chapitre où tu parles des auteurs, ça fait un peu comme si c'était de leur faute, quoi. C'est genre, on peut pas vraiment légiférer sur l'argent que touchent les auteurs, parce que les maisons d'édition sont dans la difficulté, mais ça pourrait être, par exemple, une question de concurrence entre les maisons d'édition. Genre, ça n'a pas forcément rapport avec le droit d'auteur. Puis quand tu sais qu'en plus, au niveau des maisons d'édition, tu as des groupes énormes, enfin, tu as des différences de structure en plus qui sont gigantesques, tu vois, c'est... Ouais, F dans le chat, hein, si vous êtes triste. Ouais. Genre, c'est clair. Donc voilà, ça c'était les mots du SNE, et je pense qu'ils ont été entendus, en fait. Il y a un peu un truc où, oulala, on veut surtout pas se substituer aux acteurs, et donc on va rien faire, quoi. Le gouvernement a mis des entreprises. Donc ça, c'était un peu la réception de Franck Riester. Ensuite, on a un chapitre beaucoup plus court, c'est qu'est-ce qui se passe un an après, quoi. Genre, un an après, ce discours de Riester, alors on vous l'a fait courte, mais entre-temps, il y a eu évidemment le Covid, qui a permis au gouvernement de rebattre absolument toutes les cartes, c'est-à-dire toutes les questions de sociétés importantes qui étaient sur la table ont disparu, ont été remplacées par l'urgence du Covid, ce qui est bien normal. Il y a un discours que je vous épargne, c'est-à-dire, pour préparer cette émission, on a imprimé des trucs un peu maudits, horribles, mais on a des limites quand même, il y a des limites à l'humain. Donc je ne vous ai pas imprimé la déclaration du 6 mai 2020 de Macron sur les orientations du plan de soutien pour la culture. Alors si vous voulez rire un bon coup, allez voir ça. Vous vous en souvenez forcément, donc c'était début de la crise Covid. C'était le moment où il était en chemise retroussée là, devant ses ministres, genre en mode... Moi, je mets les mains dans le cambouis, tu vois. Moi, je suis comme ça, moi, je porte des chemises et je les retrousse. J'ai pas peur de faire les trucs difficiles. Et c'était ces espèces de déclarations lunaires sur les tigres qu'il faut enfourcher, le jambon qu'il faut aller chercher à la cave. Vous savez, des choses très concrètes. Donc ça, c'était le plan de soutien de Macron à la culture. On vous l'épargne. Donc en gros, c'était début de la crise Covid. Il faut faire semblant qu'on fait des trucs. Évidemment, il y avait dans ces déclarations absolument rien de concret, à part s'il y avait les fonds d'aide exceptionnels, ce qui se retrouve dans les mesures Bachelot un an après. Mais rien de pérenne sur l'évolution d'un statut, de la représentation des auteurs, enfin, tous les trucs un peu le jambon, le fromage. Des choses très concrètes. J'aime bien, c'est le jambon qui est de l'autre côté de la rue, quoi. Exactement. Si tu veux récupérer un bon pourcentage sur tes droits d'édition, mais traverse la rue, quoi. Exactement. Et moi, je traverse la rue, je vous en trouve un contrat d'édition. Alors, je retrousse mes manches. Et ouais, il y avait tout un truc aussi sur le fait d'enfourcher le tigre. Le tigre, il sera toujours là, le danger. Mais c'est pour ça qu'il faut l'enfourcher tous ensemble. De quoi tu parles? Donc c'était, je pense que c'est un peu pour ça que maintenant il est retourné dans un truc jupitérien où il parle pas trop. Ouais. C'est qu'il a des conseillers com qui disent non, quand il parle trop, il parle de jambon et de fromage, c'est vraiment trop cringe, on peut pas faire ça. Donc un an plus tard, j'ai un article, je sais pas si tu veux le lire ou si je le lis, c'était... Donc ça, c'était avant que Bachelot ressorte du bois. Un an plus tard, en fait, rien n'a trop évolué. Et c'est un peu l'anniversaire du rapport Racine qui arrive, et les gens n'ont pas oublié le rapport Racine. Et donc c'était dans Télérama, qui avait un super article qui en parlait. Alors, article de Sophie Rahal. Oui, je lis ça. Bourg que là, Alors, négligence coupable ou mépris des artistes? Un an après sa parution, le rapport Racine reste lettre morte. Ce vendredi, plus de 700 artistes-auteurs appellent à boycotter la prochaine édition du Festival d'Angoulême. Un an après la remise du rapport de Bruno Racine, ex-patron de la BNF, au ministère de la Culture sur la précarisation alarmante des artistes français et les préconisations pour y remédier, rien ou presque n'a bougé. On est d'accord. Donc voilà, malgré le long discours de 10 pages de Franck Riester... Ouais. Joyeux anniversaire, rapport Racine. Triste anniversaire, plutôt. En janvier 2020, l'ancien patron de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine, remettait le fruit de son enquête à l'éphémère ministre de la Culture, Franck Riester.
C'est vrai qu'on l'a pas vu rester longtemps, lui. Petit ministre parti trop tôt. Alors je vous rassure, il a toujours un poste, hein, ce mec-là, Ouais. grâce à son action. C'est un peu le truc d'ailleurs du ministère de la Culture, c'est que c'est un peu un tremplin pour aller vers d'autres ministères plus intéressants. Alors j'avais noté, maintenant il est ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Ouais. Bon, quand même mieux, quoi. Ben, On n'a je sais plus des pas. questions difficiles. C'est le business. Voilà. Du coup, 140 pages pour dresser un état des lieux approfondi et alarmant de la situation des quelques 270 000 artistes-auteurs en France. Érosion de leurs revenus, précarité croissante, absence de statut professionnel de l'auteur, morcellement des instances censées les représenter et les défendre, faiblesse des aides, inégale répartition de la valeur produite, embûches administratives, de quoi reléguer les artistes-auteurs dans l'angle mort des politiques publiques. C'est vrai que quand tu lis quand même en un paragraphe tous les constats du rapport, ça te fout un petit coup quand même, hein. Bah Mais ouais, c'est réaliste. Mais, ça allait mal avant, ça va plus mal maintenant. Et si on fait rien, ça va aller encore plus mal plus tard. Et la suite, vous êtes prêts? Ah, bah, on a la réponse au quiz d'ailleurs. Alors non, parce que là, c'était avant les mesures de Bachelot. Là, c'était sur les mesures de Franck Riester. Ok. Donc, constat un an après sur les mesures de Franck Riester. Donc, seules 2 des 23 préconisations ont été appliquées. 2 sur 23, quoi. C'est pas faux. Mais le pas rapport génial. détaillait aussi 23 préconisations ambitieuses, assorties d'un calendrier de mise en œuvre s'étalant de janvier 2020 à mai 2021. Enfin, les choses vont changer et s'écriait la profession. L'espoir était immense. Un an après, il est retombé comme un soufflé. Seules 2 des 23 mesures ont été en partie appliquées. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que tu vois vraiment la différence entre le rapport à Racine, où c'était un truc assez opérationnel, t'avais un calendrier qui était proposé, ce genre de choses. Et t'as ce discours de Riester, justement, où, enfin, on l'a déjà dit, mais t'es à fond dans le souhait et tout, et t'as un contraste assez fort entre les deux trucs, quoi. C'est ça, et genre, ce qu'il y a de bien, c'est que le rapport Racine, ça rend assez impossible le fait de noyer le poisson, quoi. Genre, tout est beaucoup trop concret pour que ça se voit pas, et pour qu'on puisse pas compter ce qui a vraiment été mis en œuvre, quoi. C'est clair. Alors, une délégation aux politiques professionnelles et sociales des auteurs a bien été créée au ministère de la Culture, dans le cadre d'une ambitieuse réorganisation finalement revue à la baisse. Mais ces missions restent à définir et elles cohabitent avec le service livre au sein de 2 directions différentes. Donc c'est vrai que là, c'est un truc très administratif où, pour moi, c'est vraiment un effet d'annonce où ils ont dit « Ok, on va faire une délégation à l'intérieur d'une direction générale qu'on va mettre à l'intérieur d'un ministère. Mais cette délégation, elle est pour les artistes-auteurs. » Alors c'est vrai qu'elle s'appelle Délégation aux politiques sociales et fiscales des artistes-auteurs. On a créé une branche d'un truc dans un machin. Voilà. Mais c'est nous qui nommons les gens qui s'y trouvent. Donc de toute façon, la représentativité est toujours pas là. Et ce bidule chouette machin chose, il a été créé au 1er janvier 2021 et on n'en a pas du tout entendu parler. Voilà, ça existe. Ça existe. Vous pouvez rien n'a pas été fait. Allez sur votre moteur de recherche, cherchez l'organigramme du ministère et vous verrez que ça existe. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils existent. Alors certes, une pandémie mondiale bouleverse tous les agendas depuis bientôt 1 an, mais elle n'a fait que révéler les difficultés auxquelles artistes et auteurs sont confrontés, et le coronavirus ne saurait justifier l'oubli flagrant dont ils sont les victimes. Certes, ils peuvent finalement bénéficier, non sans mal, du fonds de solidarité mis en place par l'État. D'ailleurs, truc sur lequel il y a eu pas mal de soucis et des contrôles qui fonctionnent pas du tout, tu vois. Donc, ça, j'ai aucune. Moi, j'ai eu aucun retour là-dessus, mais. Ouais. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à avoir accès à ce truc-là, c'est bien. Et certes, des aides d'urgence sont contenues dans le budget 2021 de la culture et le plan de relance, mais elles ne peuvent se substituer aux mesures structurelles énoncées dans le rapport. Oui, c'est ça, c'est vraiment l'idée que tu peux pas te cacher derrière cette situation sanitaire indéfiniment, quoi. C'est ça, c'est que tant que c'est la situation sanitaire, ça devient très... Mais c'est un peu le rôle, d'ailleurs, enfin, moi, c'est la sensation que j'ai en recherchant, parce qu'en préparant l'émission au début, il n'y avait pas eu encore les déclarations de Roselyne Bachelot. Ouais. Et j'avais cherché désespérément dans ces déclarations, en fait, et même sur son compte Twitter et tout, voir si elle avait parlé à un moment des artistes-auteurs et du rapport Racine. Et en 1 an, elle n'en a pas du tout parlé, parce qu'elle a été mise là, en fait, pour gérer la crise Covid, c'est-à-dire le remaniement ministériel de Macron, qui était arrivé, c'était en juillet 2020.
ça a été une façon de dire je vais me mettre de côté des gens qui seront peut-être utiles plus tard, mais surtout je vais me prendre des gens pour gérer la crise en fait. Et genre Roselyne Bachelot, tu sens que c'est une figure un peu rassurante qui est mise là pour dire je suis avec les théâtres et les gens qui sont fermés et le monde de la culture parce que elle a je crois, un amour particulier pour le théâtre. Oui, c'est même l'opéra. Et en fait, Ouais. ouais, c'est essentiellement de ça qu'elle parle, quoi. Ouais. Genre, vous voyez, il y a eu là, il y a toujours les occupations d'ailleurs des théâtres. Elle y allait. Là, elle est un peu plus réceptive à ça, quoi, on le sent. Et donc, ce truc des 15 mesures Bachelot, c'est vraiment arrivé par surprise. Et c'est arrivé, en fait, je pense, en réponse à la mobilisation des auteurs. En fait, ça revient chaque année à peu près au même moment, mais parce qu'à chaque fois, au même moment, il y a le festival d'Angoulême, en fait. Et ouais, c'est ça, et tu te demandes, est-ce que tu vas être pris dans un cycle sans fin où tu auras des rapports, des réactions, pas grand-chose de comme réaction, et tout ça, quoi. On peut faire des paris pour l'an prochain. Combien est-ce qu'il y aura de mesures Ouais. dans les mesures du prochain ministre de la Culture? Parce qu'il y aura sûrement... Bah non, il y aura pire qu'un remaniement, il y aura une élection. Non, ce sera pas encore fait. Non, non, ce sera pas encore fait, non. Donc ouais, l'année prochaine, que fera Roselyne Bachelot pour fêter le deuxième anniversaire du rapport Racine? C'est toujours elle, d'ailleurs, puisque je crois que l'espérance de vie d'un ministre, c'est... Non, on va lui souhaiter une bonne santé en ce moment-là, parce que la pauvre, elle est... Oh J'ai non, la appris ça pauvre, je récemment. parlais pas de sa maladie, je parlais de la durée d'une nomination d'un ministre de la Oui. culture, mais oui. Alors, mais ça, c'est un truc qu'elle a dit, rétablissement. ouais, quand elle est entrée à son ministère. Dans sa déclaration d'intention, elle avait dit je sais que le temps m'est compté. Et c'était une référence au fait qu'en 3 ans, on avait changé 3 fois de ministre de la Culture. Ouais, les ministres de la culture, j'avais rejeté un coup d'œil, c'est des mandats hyper courts. Donc la permanence ministérielle, genre comment tu... C'est un peu aussi peut-être une marque du manque d'ambition et du fait que à chaque fois qu'un ministre de la Culture arrive, on dit non mais il hérite d'un ministère en décrépitude, complètement faible, ils vont pas avoir de pouvoir, ils vont rien pouvoir faire. De toute façon, tu n'auras pas le temps de suivre un projet s'il dure 2 ans déjà, tu vois. Alors, je continue sur les pistes concrètes et peu coûteuses. On n'est pas Jean Zay qui veut. Ça, c'est bien dit. Un truc intéressant avec Jean Zay, justement, Guy Pradel, c'est que lui était pas seulement ministre de la Culture. Il était ministre d'un grand ministère qui rassemblait l'éducation, la culture, et pour lui, les deux étaient liés. Et en fait, ces mesures, ces lois, en fait, son but, c'était de faire une espèce de socle culturel pour ce qu'il appelait la vie culturelle française, en fait. Donc de dire, ça commence à partir de l'école, et ça va jusque dans les musées, voilà, chez les artistes-auteurs. Et donc, il faut qu'on s'occupe de tout ça en même temps. Et donc, effectivement, il a eu les moyens et tout. Alors, j'ai préparé en conclusion. J'allais dire, on sent qu'il a quand même potassé le point Jean Zay. En conclusion, quand vous aurez supporté tous les textes horribles qu'on va vous lire, après, on fait les mesures Bachelot. J'ai préparé un peu de Jean Zay, en fait, sur ce qu'il avait défendu à l'époque pour les acteurs de la culture. Et donc on verra comment on peut parler à un ministre sans faire de langue de bois et en parlant de trucs concrets, quoi. que ça a existé, que c'est pas très très vieux en plus. Mais donc voilà, ouais, il a eu effectivement un plus gros ministère, de plus grosses ambitions et une vision un peu plus large en fait, même philosophiquement, de ce que c'est que la culture. Pas d'un truc inféodé aux entreprises et au monde, ouais, au monde de l'entrepreneuriat, un peu à la Startup Nation, quoi. Quelque chose qui a une importance un peu plus structurante dans la vie d'un pays, quoi. Désolé, je t'ai recoupé. Mais non, on est là pour ça. De toute façon, l'intérêt de notre présence, c'est qu'on est là pour placer nos petits commentaires, on a envie, je crois. Grave. Bienvenue sur cette radio commentaire. Cette radio commentaire. Radio commentaire. Nous commentons. Oh, joli. Ah oui, elle est présidente de l'association Éclat, organisatrice du Festival international de théâtre de rue à Aurillac depuis le 18 décembre 2019. Alors ça parle de Françoise Nyssen, qui était juste avant notre ministre des concessions. Ouais. Elle est toujours chez Actes Sud ou pas? Ça, elle a eu des soucis avec la justice. Parce que comme il y avait eu ce truc de conflit d'intérêts, elle a peut-être dû démissionner. C'est pas impossible. Bonne question. Alors,
Les pistes concrètes et peu coûteuses du rapport Racine, ça vous dit? Je sais pas si je les relis toutes. Mais bon, en gros, là, il y a une liste de toutes les mesures qui étaient proposées. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la journaliste, elle dit que ce sont des pistes concrètes et qui ne coûtent pas cher. Et je trouve que c'est un truc intéressant à noter, puisque bah, là encore, on retourne sur cette gestion hyper budgétaire, financière C'est ça, c'est des que là, politiques publiques. ça devient encore plus bizarre de dire, mais pourquoi on les fait pas? Genre, quels sont les obstacles qui s'opposent au gouvernement pour faire des choses? C'est ça. Et last, le collectif Autrice-Auteurs en Action, signataire d'une première tribune en janvier 2020, entend à nouveau profiter de la remise de prix au Festival de la BD d'Angoulême, prévu ce vendredi 29 janvier, pour mobiliser. Dans un nouveau texte signé par plus de 700 dessinateurs, scénaristes ou traducteurs, il appelle les professionnels à boycotter la prochaine édition du festival, annoncée en juin. Eux n'ont pas oublié les promesses de soutien formulées par Emmanuel Macron lors d'une rencontre à Angoulême en janvier dernier. Mais c'est gênant, mais tous ces gens qui ont de la mémoire, mais... Il y a eu une année, là, c'est la guerre du Covid, vous pouvez pas vous souvenir des trucs qu'on a dit il y a un an, c'est triché. C'est triché, moi je trouve que c'est pas très fair-play de la part des artistes auteurs de se souvenir. Je sais, on a bien réussi à l'oublier, tu vois. Exactement, voilà. Est-ce que vous vous souvenez vraiment du Fonds mobilier? Non, ça n'a pas existé, c'est fini maintenant. Et là, badaboum, mais à l'Élysée, comme ministère de la Culture, après avoir beaucoup promis, on a peu agi. Ah, et donc là, les articles de presse et le comité artistes-auteurs en action met la pression. Et comme ils mettent la pression et qu'on dit vous avez peu agi, arrive sur son grand cheval Roselyne Bachelot avec un communiqué de presse. Le ministre de la Culture annonce le programme de travail 2021-2022 en faveur des auteurs, et la poursuite de leur accompagnement économique dans le cadre de la crise sanitaire. Et on te place une petite crise sanitaire quand même. Enfin, en mode, on accompagne la crise plutôt que de dire que c'est la situation des auteurs tout court, tu vois. C'est ça, c'est-à-dire, c'était plus... en fait, ce qui était avant une crise structurelle de la situation des artistes-auteurs, ça devient, on va gérer la crise, mais vous savez bien de quelle crise on parle, c'est du Covid. Il n'y a plus d'autres crises, ça n'existe plus. Et donc, en fait, on vous fait les 15 mesures. Alors, c'est le moment de voter dans le chat. Vous pouvez jouer chez vous. Oui, il n'y a rien à gagner, mais vous pouvez jouer chez vous. Vous pouvez remporter ce gif de chat. Vous me donnez votre mail. Alors, moi, j'ai entendu dire que Robin a une collection de chats qui boivent. Eh bien, je n'hésite pas. D'images de chats qui boivent. Je crois pas que ce soit des vrais chats. Pour Télévapeur, je mets en jeu ma collection de chats. Si vous voulez gagner cette collection de chats, soyez la personne qui fait le pari le plus proche. À votre avis, combien de mesures, des 15 mesures proposées par Roselyne Bachelot, ont un rapport de près ou de loin avec ce qui a été proposé par le rapport Racine? Nous allons les lire. Et, je sais pas, dans 1 minute, à 3 minutes, je récupère les copies. On verra s'il y en a qui dorment au fond. On vous voit. Alors, la première mesure, c'est une mesure de crise. Donc déjà, vous avez un indice, hein, c'est pas 15 mesures, parce que les 2-3 premières mesures, c'est la crise du Covid. Et donc, c'est le fonds de soutien aux artistes-auteurs qui est abondé par le ministère. Tout l'argent, d'ailleurs, n'est pas pris, j'avais pas les chiffres exacts, mais ils avaient annoncé un moment, c'est des trucs intéressants à regarder, ça, des fois. C'est de voir que le ministère dit on a mis tant sur la table, genre on a mis 300 millions sur la table, et ensuite d'aller voir combien de ces 300 millions ont effectivement servi, c'est-à-dire, parce que là c'est des aides où il faut que ce soit les auteurs qui aillent évidemment chercher le truc, c'est pas automatique, c'est faut répondre à certains critères aussi, souvent, ouais. Donc, mais là ils disent on continue à abonder le fonds d'urgence de 22 millions d'euros supplémentaires. Nice. Mesure 2. Alors là, assurer un meilleur suivi des auteurs au sein du ministère à travers le déploiement de la délégation politique professionnelle et sociale des auteurs et aux politiques de l'emploi dans la direction générale de la création artistique. Donc ça, c'est ce dont on parlait. C'est le machin dans le machin, c'est-à-dire la direction ministérielle, enfin... une section dans une direction ministérielle sous la commande du ministère de la Culture. C'est ça.
Et là, ce qu'il y a de marrant, c'est que Roselyne Bachelot dit pas on va créer ce truc, elle dit on va déployer. Donc c'est une façon de faire des mesures en plus. Hein. Si vous avez déjà un truc à portée de main et vous dites, vous voyez ce parapluie? Ouais, je l'ouvre. C'est une mesure, hein, j'ai fait quelque chose. Celle-là, elle est bonne. Elle marche très très bien. Dans la mesure 2, il y a aussi la mise en place d'un observatoire statistique annuel. Rappelez-vous, il y a un an, Franck Riester déjà disait qu'ils allaient le faire. Et ben là, Roselyne Bachelot redit, nous allons le faire. Donc c'est la même chose, hein, c'est la même mesure. Mesure 3, c'est un truc de crise. Assurer un meilleur accès aux droits sociaux existants. Bah, truc de crise, oui et non, ça. Alors, je sais pas pourquoi j'avais marqué crise alors. Ou alors, est-ce que c'était pour la mesure 2 que je mettais ça? Pistes d'amélioration. Ah oui, c'est ça. C'est des pistes d'amélioration pour résoudre les difficultés de mise en œuvre de la réforme dans le réseau d'URSSAF sont identifiées. Alors voilà, ça s'est mal passé avec l'URSSAF parce qu'il faut rappeler quand même que c'est Riester et Bachelot qui ont géré ce. On va pas dire désastre, par pudeur. Mettez-nous vos meilleurs synonymes dans le, Ce petit dans le chat. Voilà, la gestion de l'URSSAF et le site de l'URSSAF, sa mise en place. Et là, ce que dit Roselyne Bachelot, c'est les problèmes sont identifiés et nous avons des pistes d'amélioration. Donc en gros, je vous jure, plus tard, ça va être mieux. Quand? On ne sait pas. En ce qui concerne les indemnités journalières, donc c'est pour ça que j'avais mis crise en fait, c'est que là ça parle des indemnités, maladie, maternité. La réglementation sera adaptée afin que le seuil d'ouverture des droits soit temporairement abaissé. Donc, et ben ça, ouais, pour le moment, ça n'a pas été fait du tout, ouais. Et de toute façon, ça pose la question aussi de un des trucs qui a été dit dans le rapport Racine et qui revient pas mal sur la table quand tu suis un peu l'actu des organisations d'artistes-auteurs, c'est que de toute façon, officiellement dans la loi, enfin dans la réglementation, les artistes-auteurs, à partir d'un certain seuil de revenus, ils ont le droit aux indemnités journalières, c'est-à-dire ils ont le droit à des indemnités quand ils prennent un arrêt de maladie, quand ils prennent un congé maternité ou paternité. Mais dans les faits, c'est hyper dur à obtenir. Et donc ils le font pas. La CPM, elle connaît pas les artistes-auteurs. Elle vient, elle voit un travailleur indépendant qui est rattaché au régime des salariés. Et le cerveau de l'agent de la CPM explose à ce moment-là. Et en fait, ils savent pas quoi faire, les agents, tu vois, ils ont pas la procédure, machin. Ils sont pas formés pour donner des congés maladie à un artiste. Et en fait, ce qui arrive, c'est soit tu l'as pas, soit c'est un arrêt court. Alors tu dis, attends, ça va me passer plus de temps à me battre pour avoir un arrêt court et pas un montant énorme que. C'est-à-dire le temps que vous ayez l'arrêt, vous voyez, vous êtes soigné. Et par exemple, le truc qui revient souvent, c'est quand tu as des indemnités pour un congé maternité, genre ton gosse il a 6 mois et en fait tu reçois enfin tes indemnités et en attendant, faut vivre quoi. C'est magique. Donc la baisse du seuil, je suis ok, mais de toute façon, on revient encore sur ça va révéler un problème structurel qui est faut d'abord qu'on arrive à donner les indemnités classiques pour que cette mesure elle fonctionne en plus. Ah, salut Télévapeur et le chat, petit message au Gribouille. Hello Gribouille. J'ai une question, mais je ne garantis pas son intelligence. Je garantis pas la mienne non plus, hein, depuis le début. Genre, si tel n'est pas son cas, je m'en excuse d'avance. Les entrées au cinéma sont taxées de 10%. Cette taxe est reversée au CNC. Alors je pense que ça va être un organisme de gestion collective en fait. Non, le CNC c'est encore un truc un peu particulier. Qui subventionne le cinéma français. Pourrait-on imaginer une taxe pour les auteurs, dessinateurs? Ouais. Du coup, le CNC, c'est un établissement administratif. C'est en fait, c'est vraiment un établissement qui est différent du ministère de la Culture, mais sous la tutelle du ministère de la Culture et qui est chargé de gérer toutes les politiques publiques du cinéma. Et c'est vrai qu'au niveau du cinéma, il y a plein. Par exemple, il y a un financement où c'est vrai que tu taxes les entrées de salles et avec cet argent, ça permet de faire des aides de la création, des aides à la création dans l'audiovisuel et tout ça. Et c'est vrai que tu pourrais imaginer un truc comme ça, moi je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, je trouve aussi dans l'audiovisuel, c'est que justement, ils ont réussi à avoir un truc hyper structuré avec un établissement public qui fonctionne en gros. Et,
Et d'ailleurs, en lisant le rapport Racine, on se rend compte que quand même dans le cinéma, t'as vachement plus d'usages qui sont bien installés. On parlait de la prime d'exclusivité ou ce genre de truc. Ouais, c'est plus rodé, quoi. Il y a un J'ai milieu qui l'impression que fonctionne. quand même le dialogue entre les diffuseurs et les artistes-auteurs, même si je pense qu'il est imparfait, il se fait quand même un peu mieux. Quoique les scénaristes en ce moment, ils sont assez chauds patates quand même sur leurs conditions Alors, le rapport Racine, de à un moment, parle rémunération. aussi de l'exemple d'un syndicat très très fort aux États-Unis Mm, d'écrivains pour le cinéma. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, ils avaient fait grève et on en avait entendu parler. C'était genre, il y avait plein de séries qui avaient plus de scénario. mm, Et ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma nouvelle série va sortir si le scénariste arrête d'écrire? mm. Et c'était. Donc il y a comme ça des syndicats hyper puissants aux États-Unis qui font peut-être aussi, comme le cinéma se met un peu au diapason du cinéma américain, j'ai l'impression, mondial. Il y a Mm. peut-être ça aussi qui joue, je sais pas. Alors Guy Pradel, tu parles d'un truc super intéressant. Donc la taxe Hugo, pour ceux qui savent pas, c'est une idée, c'est pas un truc qui existe, c'est de dire qu'on taxe les œuvres libres de droit. Donc par exemple, les ouvrages, et c'est Victor Hugo qui en avait parlé le premier. Récemment, il y a Mélenchon qui en a parlé. Les gens, il faut taxer les... Mon Mélenchon est un peu rouillé, hein. Je ne vais pas Ouais, imiter vas-y. Mélenchon. Mais en gros, qui disait la bonne idée, c'est on taxe les œuvres libres de droit, qui sont imprimées aujourd'hui par un peu n'importe qui, et tant mieux. On met une taxe, une toute petite taxe dessus. Et en fait, ça fait du droit d'auteur qui appartient à personne. Mm. Et ça peut financer des aides aux auteurs. Mais ce que dit Guy Pradel juste après est assez vrai, et ça répond aussi, Gribouille, à ton idée de taxe. En Ouais. fait, le problème, c'est que de l'argent, il y en a déjà. Il y a déjà de l'argent dans le système, en fait. Il y a déjà les organismes de gestion collective qui récupèrent les sous des artistes-auteurs enfin de l'exploitation des œuvres, pour être plus précis, pour les Ouais. reverser aux artistes-auteurs, Mm. ont déjà de l'argent non réparti. Genre, ils ont des irrépartissables qui s'élèvent à 60 millions par an, si je me souviens bien. C'est ça. Il y a aussi la question de l'argent de l'édition. C'est-à-dire le SNE, je ne sais pas si vous vous souvenez, le syndicat le syndicat des éditeurs, là, dont on a lu un truc qui chouinait qu'ils étaient au bord de la ruine, c'était trop dur. Dans le rapport, dans le dernier rapport du SNE sur l'état de l'édition en France, ça augmente, hein. C'est Mm. genre, ça a été la crise, mais il y a des articles comme ça sur le fait que le directeur du SNE s'étonne de la résilience du monde de l'édition, tu vois. C'est genre, il y a des petites baisses pendant les confinements, mais il y a des remontées par ailleurs. On perd sur les ventes en librairie, mais on gagne sur les ventes en ligne. Et donc, en fait, globalement, en fait, le monde de l'édition, c'est un monde qui se porte très très bien dans sa globalité. Mm. Mais par Ouais, contre, il y a des grosses disparités complètement. entre des petites maisons d'édition et des espèces d'énormes acteurs qui écrasent tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, quand tu écoutes parler les grosses maisons d'édition, ils vont sortir les petits pour protéger les gros. Ils vont dire regardez cette pauvre maison d'édition qui souffre, vous ne voulez pas, vous ne voulez Ouais. pas la battre. Bon alors, ne faites pas de loi, ne protégez pas les auteurs, s'il vous plaît. Ouais, et puis pour réagir là au chat avec The Migous qui dit qu'il redistribue les sous, les EGC, bah effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup d'argent de côté, et c'est comme le dit Guy, et c'est ce qui a mis en évidence le rapport, qui a donné des chiffres de fou, c'est chaque année, il y a 60 millions qui restent dans les caisses des EGC, et ce qui fait une trésorerie totale aujourd'hui de 2 milliards. Donc on peut faire des choses avec 2 milliards. Et en gros, cet argent, il vient d'où? C'est soit... en gros, le principe, c'est que les OGC, normalement, elles doivent récolter l'argent dû aux auteurs et le redistribuer. Il y a juste quelques taxes, quelques droits un peu particuliers, par exemple, le droit pour la copie privée. Il y a la loi qui dit, en fait, il y a 25% qu'on garde pour l'action culturelle, donc qui reste dans les caisses des OGC qui sont censés les redistribuer, et les 75% qui sont versés aux auteurs. Donc il y a déjà voilà, ces 25% par exemple qui restent dans les caisses des OGC. Et surtout, il y a ce qu'on appelle les irrépartissables. C'est quand on n'arrive pas à identifier l'auteur. Bah voilà, l'OGC ne sait pas à qui verser, elle le garde. Et au bout de, je crois, c'est 5 ans, un truc comme ça. En gros, l'auteur a 5 ans pour se manifester, quelque chose comme ça. Et au bout de 5 ans, bah, l'OGC en dispose comme elle le veut, quoi, entre guillemets. Donc, il y a de l'argent. Il y a de Il y a- l'argent, il faut juste Donc que c'est ça. l'État ait envie d'aller dire aux OGC Ouais.
cet argent, on va le flécher de cette façon-là, et maintenant dans vos règles. Et je pense qu'un des trucs qui s'oppose à ça, c'est que les organismes de gestion collective des artistes-auteurs, il y en a 22, il y en a beaucoup en fait. Et il y a des grosses... Enfin, pareil, il y a des grosses différences entre les différents OGC. Il y en a sûrement qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres. Et donc, si tu leur dis à tous, bah écoutez, vous mettez tout ça en commun, et on va faire des aides aux artistes-auteurs, bah, il y en a peut-être qui vont dire non, non, nous, on garde notre énorme part du gâteau, et on veut surtout pas que ce soit utilisé, genre que l'argent de la musique soit utilisé pour des artistes-auteurs qui n'ont rien à voir. Ce qui peut se défendre à un certain niveau, en fait, c'est un débat qui peut avoir lieu, mais il faudrait qu'il soit. Pour ça, il faudrait qu'il ait lieu, en fait. Il faudrait que déjà on ait l'intention de leur prendre de l'argent, qu'on dise. Sachant que ce que préconise le rapport Racine, c'est même pas de prendre cet argent-là et de le verser directement aux auteurs. Ce qu'il préconise, c'est de se servir de cet argent-là pour faire des représentations correctes des auteurs, pour organiser des élections des auteurs, pour indemniser des gens qui seraient là et qui feraient le secrétariat, en fait, des organismes qui proposent de créer. Donc, ils proposent même pas des trucs hyper fous, trop durs à faire. Ce qu'ils proposent, c'est très administrativement faisable, quoi. C'est ça, il avait fait une estimation... 2 milliards, The Migouze. Ouais, 2 milliards. Il avait fait une estimation genre raisonnable. Bruno Racine, c'est en faisant l'hypothèse que on dit qu'on veut 12 associations représentatives, je crois que c'était ça, et chacune a 2 ou 3 permanents pour faire marcher la baraque. Il faudrait 2 millions par an, tu vois. Alors face à 2 milliards, tu peux largement les sortir pendant un moment, quoi. C'est ça, donc ça grèverait même pas le budget énormément, quoi. Donc que Franck Riester ait pas été favorable à ça, c'est très très étrange. C'est genre... Moi, je pense qu'un des trucs, c'est tout à l'heure, tu disais les organismes de gestion collective des artistes-auteurs, mais le souci quand même des OGC, c'est qu'il y en a plein où tu as à la fois les diffuseurs et les auteurs qui sont dedans. Et typiquement, la SACEM, c'est le cas. Tu as les diffuseurs de musique et tu as les auteurs et compositeurs de musique, quoi. Et c'est ça qui fausse complètement le jeu. Comment tu peux dire que l'OGC peut être représentatif des artistes-auteurs si en fait, dans l'OGC, tu as déjà des diffuseurs, Enfin, tout le monde, tous les intérêts sont mélangés, quoi. Je crois que je sais pourquoi. Est-ce que tout ça, en vrai, ce serait pas des partenaires? Ce sont des partenaires qui ont décidé d'agir en responsabilité. Exactement. Et si les partenaires agissent en responsabilité, c'est impossible qu'il y ait des conflits d'intérêts. Mais on en revient à une lecture un peu... c'est toujours pareil, hein, est-ce que vous considérez que dans la vie, à un moment, il y a des gens qui ont des intérêts différents dans la société? Par exemple, les ouvriers et le patron, est-ce qu'ils n'ont pas des intérêts divergents? Et est-ce que le problème, c'est pas juste de leur demander de se mettre d'accord en bonne intelligence? Le problème, c'est que faut une façon d'arbitrer, quoi. Ouais, et ça va être... et genre, tu peux pas faire plaisir aux deux. Genre, si t'accordes des trucs aux ouvriers, nécessairement, ça va emmerder les patrons qui, eux, préféreraient avoir des robots ou des esclaves s'ils le pouvaient. Genre, s'ils le peuvent pas, c'est parce qu'on les empêche. Et donc là, il y a un peu un truc de ce genre-là où tu dis, bah ouais, si tu mets tout le monde autour de la table sans permettre une représentation un peu forte de gens qui peuvent se défendre, machin, bah en fait, c'est les plus gros qui mangent les plus petits, quoi. Ouais, et puis il y a vraiment en plus cette différence de moyens, quoi. Quand tu prends aujourd'hui... je crois que le financement des syndicats, il est aussi important parce que la plupart des syndicats d'auteurs aujourd'hui, t'as que des bénévoles qui font ça en plus de leur métier qu'on sait mal rémunéré. Et t'as le SNE par exemple, qui est une grosse baraque, quoi. Donc, ouais, c'est pas la même force de frappe, quoi. Ouais, complètement. C'est un peu le SNE, ce serait le MEDEF de l'édition, quoi. C'est genre c'est vrai, ouais, c'est ça, un syndicat de patrons. En général, là, il y a des moyens, quoi. Genre, il y a de l'argent. Alors, mais du coup, enfin, en fait, ce qui est marrant, c'est ça, c'est que c'est pas en soi un problème qu'il y ait des syndicats de patrons ou de diffuseurs et tout. La question, c'est plus à quel moment l'État veut prendre son rôle d'arbitre. Genre, veut dire, ce qui est un truc qui est mentionné d'ailleurs dans le rapport Racine. Il dit c'est un des rôles de l'État, c'est d'arbitrer. C'est d'être là pour s'assurer qu'il y a un échange qui peut se produire dans des conditions égales pour chacun. Genre qui compense la faiblesse de certains acteurs du milieu.
Est-ce qu'on en finit avec les mesures Bachelot vite fait? Est-ce qu'on donne la réponse du petit quiz? Je pense, vas-y, hein. Bah oui. Parce qu'il y a... En fait, là, il y avait les 4 premières mesures, c'est un peu des mesures de crise, en fait. Genre, sauvegarde du tissu créatif, ça sent la crise. Et les 11 mesures suivantes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souhaits, un peu. On continue à lancer des pièces dans la fontaine, et quelques demandes de rapport. C'est-à-dire, donc mesure 5, donc recomposer le conseil d'administration de l'organisme de gestion de sécurité sociale des artistes-auteurs à travers la désignation de ses membres par une enquête de représentativité. Donc ça, on ne sait pas ce que c'est. C'est genre, on nous annonce un truc, mais on ne sait pas qui mènera l'enquête. Voilà, donc c'est un peu très très flou. Il y a la mesure 6, expertiser les modalités de mise en place d'un portail numérique. Donc ça, c'est le portail numérique d'information des artistes-auteurs. C'était dans les mesures Riester. Ouais. Je note quand même qu'on a identifié les patrons de télévapeur, c'est-à-dire les chats qui picolent. Ah mais oui, complètement. Mais du coup, non, pour commentaire sur la mesure 5, là, sur l'enquête de représentativité, genre tu peux faire une enquête, mais tu peux pas faire d'élection. C'est ça. C'est un moyen. J'ai bugué. Mais en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que après le rapport Racine qui est très clair, c'est très très bizarre de faire de nouvelles enquêtes, de dire non mais il nous faut encore plus d'informations. Ouais. On nous a donné la recette du gâteau aux pommes, mais il faut que maintenant je fasse une enquête sur les pommes. Il faut que j'arrête avec les métaphores pourries. Si ces métaphores sont trop pourries pour vous, n'hésitez pas à me dire. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de variétés de pommes, donc ça se tient que tu peux. Les pommes, elles sont toutes différentes. Est-ce qu'on peut faire un seul gâteau? J'ai perdu la métaphore. Je vais en rêver la nuit, c'est bon. On va passer à la mesure 7, donc de Bachelot, toujours améliorer les dispositifs d'aide en faveur des auteurs au sein des différents centres nationaux. Donc en gros, on change rien, on bouge quelques taquets. Genre, faut améliorer des trucs qui existent déjà. Mesure 8, clarifier, simplifier pour l'avenir des règles fiscales applicables aux différents types de revenus. Alors pour l'avenir, on ne sait pas quand. Clarifier et simplifier, on ne sait pas quoi. Donc ça, c'est du vent. Hein. On ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire tout et rien. Bah, surtout que... si justement, je la trouve marrante cette mesure numéro 8 là, parce que il y a un décret qui pose question, là, c'est justement ce décret du 28 août 2020 qui redéfinit quelles sont les activités artistiques, quelles sont les activités accessoires. Et par exemple, il y a cette question de l'auto-édition. Avant, l'auto-édition, c'était clair, c'était en dehors du champ des revenus d'artistes-auteurs. Et là, ils ont ajouté une nouvelle ligne dans les revenus principaux, c'est l'œuvre dont l'artiste assure lui-même la reproduction ou la diffusion, je sais pas quoi. Et en gros, la question de tous les artistes-auteurs, ça a été, bah du coup, c'est quoi, ça veut dire quoi en fait? C'est quoi votre définition de l'auto-édition? Parce qu'aujourd'hui, elle n'existe pas en droit, quoi. Est-ce que j'ai le droit de fabriquer même moi-même ou pas? Est-ce que je peux faire ça sur n'importe quel support ou pas? Et personne n'a la réponse. Et il y a deux facettes un peu à ce truc-là, c'est marrant, parce que la première réponse que j'ai vue, bah voilà, c'est la tienne, Guy, tu disais, ça c'est cool. Parce que bah, effectivement, ça fait que des gens dont le rôle c'est de faire, dont le travail, une partie du travail c'est de faire plein de petits bouquins, de les vendre par exemple sur des salons et tout ça, genre pas pouvoir faire ça, rentrer ça dans leur revenu artistique simplement et devoir se mettre auto-entrepreneur et tout, c'est hyper chiant, c'est compliqué et ça aide pas. Donc il y a un versant cool. Le versant moins cool, c'est Tony. Alors Tony qui est un peu le magicien derrière tous ces streams, qui a énormément fait pour que Télévapeur soit possible. Merci Donc Tony. n'hésitez pas à applaudir Tony dans le chat. On peut plus mettre d'icônes parce qu'on s'est fait striker la chaîne, mais mettez n'importe quelle icône dans le chat et on comprendra. Mais par exemple, lui, il m'a parlé d'un autre versant de ça, du fait que ça peut éventuellement mener à une espèce d'ubérisation, c'est-à-dire que si c'est trop large, si c'est trop flou, on peut avoir des éditeurs qui disent écoute, on va faire ton livre et on va t'aider à le faire, mais c'est toi qui vas l'auto-éditer. Et tu te débrouilleras avec tout, genre toute la paperasse et tout ça, ça passera dans tes revenus d'auteur, et donc tu profiteras du statut plutôt bénéfique qu'ont les auteurs. Mais par contre, nous, on n'aura pas besoin d'être taxés, de payer la TVA, genre ce genre de truc, quoi.
Et j'avais pas du tout réfléchi à ça, donc je sais pas jusqu'à quel point c'est un risque vraiment, mais en tout cas, ça me semble un très bon truc à regarder en fait. C'est à regarder d'un œil un peu critique ce truc-là, de est-ce que ça peut être abusé dans ce sens-là, quoi. Et éviter que ça Ouais. le soit, évidemment. Mais tu vois, je trouve que c'est hyper. Enfin, c'est marrant. Marrant au sens le riz jaune. Sur le fait dont. Enfin, ils préparent pas leur truc, tu vois. Tu lances un décret, tu dis pas ce qu'il y a dedans, et ils le disent à personne. Et là encore, je participais à une session d'information de l'URSSAF, et donc tout le monde demandait à l'URSSAF, mais du coup, c'est quoi l'auto-édition? Et ils répondaient, alors nous attendons une lettre ministérielle qui précise ce point, tu vois. Et donc, c'est un décret qui va bientôt avoir 1 an, tu vois. Et le ministère te dit pas ce qu'il y a dedans. Ils l'ont écrit, ils l'ont publié, mais ils savent pas ce qu'il veut dire et ils te le diront pas. Et après, du coup, c'est bien, tu peux le recycler, t'en fais une mesure. J'en peux plus. Ouais, c'est assez fou, quoi. Il y a une espèce de truc comme ça. Et d'ailleurs, quand on parle de recyclage, mesure 10, expérimenter l'instauration d'une rémunération des auteurs de bande dessinée pour les actes de création réalisés dans le cadre de leur participation à des salons et festivals. Donc ça, pareil, ça va être déjà été annoncé, il me semble. Mm. Et là, ils disent, on va l'expérimenter. Ok? Et ils ne disent pas, par contre, comment ils comptent l'expérimenter. Genre, qui va payer? C'est la question. C'est genre... je crois que il parlait justement d'aide du CNL. Genre, il Mm. parlait pas du tout de faire payer la filière, de faire payer les gens qui profitent de l'exploitation de ces œuvres et qui vont vendre des bouquins grâce à ces salons. Il parlait juste de dire bah, ça va être des aides de l'État parce que on est vraiment trop faible pour demander quoi que ce soit à une Mm. entreprise, quoi. C'est vraiment, je crois, la... Mais d'ailleurs, je crois que c'était... Alors, c'est dans un autre article que je vous lirai après. On a 30 minutes, j'essaye peut-être d'accélérer un peu. Mais il y a un autre article après à lire qui je trouve, est parfait sur la réaction aux mesures Bachelot. Je vous le lis juste après. Eh bien, on a zappé ou pas la mesure 9 ou c'est moi qui ai pas suivi? Peut-être que je Ouais, c'est suis pas. possible, mais je crois que c'était aussi du wishful thinking. C'est accompagner des négociations professionnelles sui generis. Alors, sui generis, ça veut dire spécifique. Mais quand on dit sui generis, c'est classe. Ça veut dire... C'est hyper classe. c'est genre... c'est genre des Un- trucs qui n'ont jamais eu lieu, quoi. Ouais. Sur l'équilibre de la relation contractuelle, notamment dans le secteur du livre, de l'audiovisuel. Donc en gros, c'est toujours la même chose, c'est on va pas déclencher ou provoquer des négociations, on va les accompagner. Mm. Et elles sont sui generis, c'est-à-dire elles arriveront d'elles-mêmes, hein. Attendez pas à ce que le gouvernement fasse quoi que ce soit, mais s'il y a des négociations, promis, on est là. Mm. Voilà, donc c'est la même blague qu'il y a un an, hein. Donc expérimenter les trucs, la rémunération des auteurs en festival, donc c'est rigolo, mais si c'est pour faire payer l'État, ben, c'est un peu une aide bizarre, Mm. c'est pas génial. Et c'est toujours pas une rémunération du travail par ceux qui en profitent en fait. Faire aboutir les travaux en cours concernant la rémunération du droit d'exposition des artistes par les musées et les FRAC. Donc là, c'est... Alors après, tout le reste, c'est que ça, hein. C'est faire aboutir, améliorer. Mm. Bon, bah donc rien faire, quoi, de nouveau. Donc je passe direct à la mesure 13. Confier donc au professeur Tristan Azy une mission sur les métadonnées des images fixes euh, afin d'améliorer l'identification numérique des œuvres indispensables pour mener. Donc bon, en gros là c'est on peut pas suivre les images sur Internet et c'est peut-être un manque à gagner. Donc il faut faire une commission, hein, qui va nous donner des petits... C'est le retour de la voix de Maïté. C'est le retour de Maïté. Alors, je vous explique la recette de la commission. La commission, vous prenez un problème qui n'est pas vraiment... Personne ne se le pose. Par exemple, le suivi des choses en ligne. En gros, on revient sur le problème d'avant. On dit, la solution, c'est de faire grossir le gâteau. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous volent des parts de votre gâteau en ligne? Hein? Je vous pose la question. J'aimerais bien que tu termines là comme ça. Pardon. Je m'en parle. Mais en gros, voilà, c'est... Ouais, c'est toujours ça. Genre, s'ils sont pas assez bien payés, c'est qu'il faut faire payer. Faut faire grossir le gâteau, quoi. c'est sûrement à cause des Mm. GAFA et c'est eux qu'on va aller S'il chercher. y a plus de croissance, s'il y a plus d'argent, tu gagneras plus proportionnellement, mais on va pas, toi, mieux te rémunérer de manière proportionnelle, quoi. Donc voilà, donc là, il y a une mission pour faire un rapport sur ça. Après, il y a une mission pour faire un rapport sur le financement de la production et de la diffusion d'œuvres photographiques. Voilà. Ensuite, il y avait une mission sur l'opportunité des modalités de création
d'un médiateur des arts visuels, peut-être au second trimestre 2021, si on veut. Voilà, donc ça, c'était les 15 mesures de Roselyne Bachelot. Est-ce que vous avez suivi chez vous? Nous allons le savoir tout de suite. J'ai un pourri de gribouille. Pour être complètement crédible, en vérité, assomme une anguille. Assommer une anguille. Exactement, j'aurais aussi mangé un ortolan de manière absolument... Ah non, ça, j'en fais des cauchemars de cette vidéo encore. Elle est absolument terrible. érotique. Ah non, c'est horrible. Ouais, j'avoue, ma Maïté n'est pas parfaite, mais n'est pas Maïté qui veut. Je ne peux Et pas. The Migos dit, il croit vraiment aussi cette idée de ruissellement, mais c'est exactement ça, ouais. Il pense que si ça ruisselle pas, c'est qu'il y a des trucs qui sont coincés quelque part parce que des gens trichent, et c'est ça qu'il faut aller chercher, quoi. Donc, je vous donne la réponse, hein. En vrai, il y a que Guy qui avait joué. Mais, non, il n'y avait pas que Guy, tu m'as dit. Il a mis 1000 et ben, il y avait d'autres personnes. Alors, attends, on va remonter. 0,006. Ah, 0,005. Eh bien, c'est quand même Gribouille qui gagne. The Migos qui joue au dernier moment, qui dit 1. The Migos, quand même, vous avez été un peu dur, je trouve, avec les mesures de Roselyne Bachelot. Alors moi, j'ai compté 2,5. Ouais. C'est-à-dire, grosso modo, les trucs qu'il y avait dans le rapport Racine, c'est Alors non, c'était rapport Racine. Recommandation 11, mais modifiée. Un observatoire statistique annuel. Donc ça, c'est une recommandation du rapport Racine. Avoir des chiffres crédibles sur les auteurs, c'est important. Mais modifié quand même, parce que là, c'est un observatoire qui sera à la main du ministère de la Culture et pas accolé au Conseil national des artistes-auteurs qu'imaginait Bruno Racine. Ouais. Mais bon, ça va arriver. Normalement, ça devrait se passer. On ne sait pas encore dans combien d'années, parce que Franck Riester le disait déjà il y a un an, mais ça, je vous jure, ça se passe, quoi. Il y a la mesure 6 de Bachelot, qui était la recommandation 14 du rapport Racine, donc faire un portail numérique pour que les auteurs, les artistes-auteurs, artistes-autrices puissent savoir leurs droits en ligne, au moins, genre qu'il y ait un endroit central où il y a tous tes droits, la façon dont ça se passe, machin. Donc là, alors c'est pas le faire, hein, la mesure de Roselyne Bachelot, c'est expertiser les modalités de mise en place d'un portail numérique. En gros, on va aller chercher une entreprise privée qu'on va payer très très cher pour nous faire une expertise de comment on fait pour faire un site internet, au fait. Est-ce que toi tu sais, Jean-Michel? Non, on va faire une expertise. Voilà, donc c'est à peu près la recommandation 14, mais il faut vraiment être très très généreux. D'autant plus que dans la recommandation de Bruno Racine, il y avait aussi le fait qu'il y ait dans tous les guichets, genre dans toutes les institutions publiques, il y a quelqu'un de formé qui soit un référent pour les... Ça a disparu. N'y comptez pas, vous n'aurez pas des vraies personnes, hein, vous aurez un livret en ligne. Et il y avait la mesure 10, donc expérimenter l'instauration d'une rémunération des artistes de bande dessinée sur les festivals pour les dédicaces. C'était aussi dans le rapport Racine. Ouais. Donc, quelque part, 2 mesures et demie à peu près. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas assez. C'est assez peu. C'est vraiment moins que rien. Alors, un truc qu'on n'aura peut-être pas fait le temps de faire, mais on reviendra peut-être dessus. Je propose qu'on fasse les derniers points. Ouais. Et après, si on a le temps, on lira des trucs en plus. C'est le rapport Sirinelli. Donc, rapport Sirinelli, c'était sur le contrat de commande. Le contrat de commande, qui était une mesure du rapport Racine. Et donc, Franck Riester, quand il était encore là, a demandé à un certain monsieur Sirinelli de faire un rapport qu'il remettrait au SPLA, donc au Conseil... Non, je crois que c'est même le SPLA qui a demandé. Et c'est là qu'on a découvert l'existence du Le Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique, je crois. Et donc, comme c'est un conseil de la propriété... En fait, ce que dit le rapport Sirinelli, en gros, c'est « Ouh là là, le contrat d'auteur, mais vous comprenez, ce serait très très compliqué, parce que les auteurs, ils sont pas tous pareils et tout. » Et du coup, ce que dit le SPLA, c'est qu'il se mouille pas. Il dit alors écoutez, si ça se fait, on est d'accord, mais ce sera sans nous. » Ou en tout cas, ce sera pas dans notre champ de compétences. C'est-à-dire, en gros, alors il faut que je retrouve le truc, mais voilà. La mission estime que le premier objectif ne relève en rien du code de la propriété intellectuelle. Donc en fait, on retombe sur la question de travail-propriété, versus propriété, qui est un peu là tout le temps. Et donc là, ils disent, mais en fait, nous, on s'occupe de la propriété. Là, vous nous parlez de travail.
mais ce n'est pas la même chose. Ouais. On ne peut rien faire. Et donc, voilà comment on enterre une mesure. Non, mais c'était la question que posait ce rapport, c'est est-ce que demander un autre rapport, ça te permet d'enterrer le truc? C'est ça. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que dans les mesures de Roselyne Bachelot, rappelez-vous, il y a 3 mesures qui sont des demandes de rapport. Et en fait, on peut se dire, bah, ça va être des rapports pour enterrer les mesures, en fait. Pour dire, tu commandes un rapport, un peu à la même mauvaise personne au mauvais endroit, et il dit, bah, ici, on peut rien faire. Parce que c'est en gros ce qu'a dit Signireni, quoi. C'est pour schématiser, il a dit ok, en fait, le problème, c'est que la rémunération des artistes-auteurs, c'est à la fois à la jonction du code de la propriété intellectuelle, du droit social, du droit fiscal. On pourrait l'envisager, mais c'est hyper compliqué. Donc peut-être c'est pas souhaitable, quoi. Et après, bah boum, bah voilà, le contrat de commande qui était recommandé dans le rapport Racine. Bon courage pour le... Enfin voilà, et comme ça tu peux dire, il y a un prof de droit qui a étudié la question et qui m'a dit que c'était de la merde. Donc c'est hyper facile pour écarter le truc, quoi. Alors moi j'avais sélectionné un article de Libération qui est pas mal, je trouve, qui va un peu nous sortir du langage, de la langue de bois Turbo 3000 des gens qui nous gouvernent. C'est un article de Marius Chapuis, donc publié le 15 mars 2021, donc c'est très récent, et c'était une réaction vraiment à ça, en fait, aux publications de Roselyne Bachelot. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que pour les mesures de Roselyne Bachelot, qui ont pris tout le monde par surprise, c'est genre, ça a été publié, genre, on a 15 mesures! Qui êtes-vous, madame? Ça fait 1 an qu'on vous entend pas, on s'est jamais rencontrés, bonjour déjà. Et ben, le moment où elle fait ça, en fait, les OGC ont été réunis autour d'une table avec le ministère, avec le SNE, enfin les représentants des éditeurs évidemment, mais pas les auteurs, pas les représentants des auteurs. Mais ce qui était assez drôle, il y avait des personnes qui s'intéressaient un peu aux agendas des ministres, parce que les agendas des ministres sont disponibles en ligne en fait sur le site de chaque ministère. Et là, on voit sur l'agenda de Jean Castex. Comment tu fais ta voix de Jean Castex? Jean Castex. Tout à fait. Je vois cette imitation en quelqu'un. Je vous laisse deviner qui. Sors ton anguille. Les sachants ça. Et sur l'agenda de Jean Castex, il y a écrit « Réunion avec les représentants des artistes-auteurs ». Et là, il y a plein d'organisations d'artistes-auteurs qui se sont dit ben c'est marrant cette réunion avec les représentants, mais il y a qui vu que nous on n'y est pas en fait. On croyait être des représentants des artistes auteurs depuis toutes ces années, en fait non. Et du coup ben on s'est rendu compte que c'était effectivement les organismes de gestion collective qui ont été conviés à ce truc, quoi. Ce qui justifie encore la nécessité d'avoir des élections professionnelles, puisque comme ça, c'est vrai que techniquement, tu peux inviter n'importe qui, dire qu'il les représente, vu que t'as pas de preuve de qui représente qui. Et du coup, bah, il y a ce texte de Marius Chapuis, là, alors c'est un journaliste, visiblement, qui écrit à Libération, notamment sur la bande dessinée, qui est un peu, qui a l'air d'être un peu quelqu'un de très calé en bande dessinée. J'ai pas trouvé plus sur ce monsieur, mais j'ai trouvé l'article très bien fait, et qui résumait un peu, genre, toutes ces recherches qu'on a fait pour en arriver là. Au ministère de la Culture, des discussions sur les auteurs, sans les auteurs. La profession précarisée et dans l'attente de décisions depuis la remise du rapport Racine a été sidérée de découvrir que ses représentants n'avaient pas été conviés à la table des négociations. C'est l'histoire d'une déception aussi grande que l'espoir qui était né. D'un épilogue pathétique maquillé en gestes gracieux. Ce qui est assez bien en plus, c'est que cette personne sait écrire correctement, et ça nous change des déclarations ministérielles. Jeudi soir, le gouvernement annonçait une série de mesures destinées à revaloriser durablement la place des auteurs. Une rallonge de 22 millions pour les fonds sectoriels d'urgence, la mise en place d'un observatoire statistique annuel, une expérimentation sur l'instauration d'une rémunération des auteurs de bande dessinée dans les festivals. Quelques progrès, soit. À la table, aux côtés de Roselyne Bachelot, les organismes de gestion collective, mais aucun représentant des auteurs. Pas de syndicat, pas de ligue, nada. Eux qui étaient pourtant les interlocuteurs du président Macron et du ministère de la Culture il y a 1 an au Festival d'Angoulême, n'ont cette fois pas été conviés à cette discussion qui venait planter le dernier clou dans le cercueil du rapport Racine. Donc, comme nous, quoi, ils se rendent compte que 1 an plus tard, on fait 15 propositions, mais il y en a
2,5 et toute la hiérarchie, toute la logique du rapport disparaît. En janvier, alors que le Festival international de la bande dessinée repoussait son édition à l'été, les auteurs reprenaient la parole pour menacer de boycotter l'événement, donc artistes-auteurs en action, et de dénoncer l'inaction du gouvernement après la remise de ce rapport qui concluait à la nécessité pour l'État, donc là il cite le rapport Racine, de s'affirmer dans son triple rôle de régulateur et garant des équilibres, de promoteur de l'excellence, de la diversité et de la prise de risque, tout en se montrant lui-même un acteur exemplaire. L'urgence absolue, c'était d'identifier les auteurs-artistes comme des professionnels afin de pouvoir rétablir des logiques décentes, notamment administratives, nous expliquait alors Samantha Bailey, présidente de la Ligue des auteurs, nécessaire pour faire contrepoids du Syndicat national de l'édition, SNE, et de certains organismes de gestion collective qui ont consciencieusement démoli, selon ces mots, les conclusions de la mission Racine. Lors de sa remise en janvier 2019, le patron du SNE, Vincent Montagne, alors c'est comme ça que je suis allé chercher ce discours du SNE absolument lunaire, prévenait la puissance publique. Ne légiférez qu'en tremblant. Le message est bien passé. À force de se heurter à des murs, les représentants des auteurs s'épuisent et rendent leur tablier. En même temps qu'elle annonçait d'abandonner sa charge de présidente de la Ligue des auteurs, Samantha Bailey, alors je ne sais pas si je dis bien son nom, si c'est Bailey ou... Ouais, c'est ça. Notait dans une tribune publiée sur le site actualité.com sa profonde tristesse à l'idée de voir l'argent du droit d'auteur, notamment l'argent des auteurs donc, utilisé dans un lobbying à l'encontre de leurs intérêts professionnels. Depuis la création des États généraux en 2014, la précarité dans laquelle s'enfoncent les auteurs de bande dessinée, pour ne citer qu'eux, est bien connue, documentée. Les rapports et les déconvenus s'accumulent. Et à 1 an de l'élection présidentielle redoutée, la volée de mesures annoncée jeudi par le ministère de la Culture résonne comme un terrible constat d'incapacité du politique. Je ne saurais mieux le dire. Je trouve que c'est une... je sais pas, moi j'ai l'impression que cette personne a très bien suivi le dossier et que c'est vrai en fait, c'est ça. C'est genre le politique qui refuse d'agir, qui dit on peut pas, c'est trop dur de faire des lois... tout ça, et ça va être au-dessus de nos forces. Genre, imposer des trucs aux entreprises, vous comprenez, les entreprises, c'est très très puissant. Alors, comme il nous reste un peu de temps, est-ce qu'on se lirait pas un petit peu un petit Jean-Zay, quoi. Un petit peu de Jean-Zay. On a beaucoup parlé de Jean-Zay. Et que de toute façon, c'est nous qui avons le micro, en fait, on fait ce qu'on veut. Genre... Ah Le gouvernement en PLS. Malheureusement, pas trop, Guy Pradel. Mais en fait, c'est juste que le constat je pense, est le bon. En tout cas, il est... Enfin, je suis pas un spécialiste de ces questions-là, encore une fois. Moi, je suis juste artiste-auteur qui s'intéresse. Toi, Laure, tu es quand même plus... Je partage ce constat, hein. T'as quand même plus les mains dans ce genre de cambouis législatif et du droit au quotidien. Mais en fait, quand tu as lu juste le rapport Racine, les textes qui ont suivi, les déclarations, les machins, c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'ils agissent, quoi. Et qu'ils ont même la volonté d'agir. Le communiqué de Roselyne Bachelot, tu compares tout simplement 23 mesures, 2,5 mesures, au bout d'un an, tu vois, il a fallu 1 an en plus pour le sortir. C'est ça, après 1 an. Mais il y a la pandémie qui permet de noyer le poisson et de dire ah oui, mais vous comprenez, en ce moment, il y a des urgences, on peut pas légiférer. Alors, il y avait aussi l'enquête de Pierre Lungheretti. Alors, je l'ai pas vue celle-là, mais ouais, moi je prends note, je l'ai pas vue non plus, je vais regarder. Mais oui, il y a eu plein, il y a depuis les États généraux de la BD, on avait fait un peu sur dans la partie 1 de l'émission, qui sera normalement disponible en replay dans 6 jours quand on récupérera la chaîne principale, ou sûrement qui sera peut-être mise sur YouTube. On parlait de ça justement, de tous les gens qui ont fait des constats en fait, et les constats étaient toujours accablants en fait. Genre allaient dans le sens de ce que disait le rapport Racine. Le rapport Racine entérinait plein de trucs qui étaient su quoi. Alors je sais pas s'il faut pas que j'allume cette lumière, juste un instant. Une fort jaune. Ambiance chaleureuse, mais c'est parce que dehors
Le jour se couche sur Strasbourg. On a vraiment l'impression qu'on est au coin du feu là, comme ça. Ah là, ouais, je suis en train de me faire bronzer. C'est peut-être un peu trop violent, je pense, pour le fond vert. Donc. Ouais, Hop, là, le fond vert refonctionne un peu plus. Ouais, on va rester en fond vert. Je serai plus bleu que. Ah, Tony a la solution de la lumière qui est bien diffusée. On voit un peu le fond vert, c'est pas très grave. Non, mais on reste dans notre ambiance quand même, qui est sympa. Alors, là, moi, ce que je vais vous lire, du coup, pour finir un peu dans les 5 minutes qui restent, c'est quelques-unes des rares déclarations qu'on a de Jean Zay sur ses projets de loi, en tout cas celles que j'ai pu trouver, sur ses projets de loi liés aux droits d'auteur, en fait. C'est le moment où il défend son projet de loi au gouvernement, et la façon dont il le fait, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est à l'Assemblée que ça a été prononcé, ce discours-là. Projet de loi sur le contrat d'édition, commission législative, bon, je sais pas, c'est une commission dans laquelle il défend ce projet de loi, et il l'explique. Exposer des motifs. Messieurs, le gouvernement a obtenu ces derniers mois, soit par la voie d'accords collectifs, soit par le vote de textes législatifs, d'importantes améliorations de la condition des travailleurs. Alors ça, c'était sous le Front populaire, hein. Donc c'est possible, on peut faire ça. Une catégorie de travailleurs, de travailleux et de travailleuses intellectuelles est cependant demeurée exclue de ces avantages. Celle qui comprend les auteurs, les compositeurs de musique, les artistes, c'est-à-dire tous les créateurs d'œuvres originales qui enrichissent le patrimoine littéraire et artistique de la nation. C'est pourquoi le gouvernement tient aujourd'hui à vous saisir d'un projet de loi. Alors je fais un peu ma voix des années 1930. Il y a sur le site de l'INA, il y a quelques archives de Jean Zay qui fait des déclarations, des discours. C'est pas si loin que ça, hein. Il y a un phrasé... Je meurs, il a préparé sa voix de Jean Zay, quoi. Alors je l'ai pas préparé, mais j'ai été surpris, effectivement, il y a cette espèce de ton, cette façon de poser les phrases, qui est propre à la Troisième République, et que nous reconnaissons tous comme étant celle des archives de l'INA. C'est vrai. C'est pourquoi le gouvernement tient aujourd'hui à vous saisir d'un projet de loi complet, qui réglant toute la matière du droit d'auteur et du contrat d'édition comble enfin une double lacune de notre droit interne. Alors je saute quelques passages, hein, parce que dedans, dans son exposé, il y a plein de moments où il va parler du droit qu'il y avait avant, de ce qui est déjà en place, des gens illustres qui soutiennent le projet, qui pour aujourd'hui ne vont plus parler à personne. Le thème essentiel sur lequel est en quelque sorte bâti notre texte, c'est cette conception juridique qui attribue, ou plutôt qui restitue, au droit d'auteur son caractère véritable, celui d'un droit d'une nature spéciale, portant sur les créations intellectuelles et profondément différent du droit de propriété. Jean Zay. Donc là on sent que l'espèce de nœud du problème que semblent ne pas voir Franck Riester et Roselyne Bachelot quand ils en parlent, Jean Zay, lui, il savait de quoi il parlait. Donc c'est un droit profondément différent du droit de propriété qui porte sur les biens mobiliers et immobiliers, celui d'un droit inhérent à la personnalité de l'auteur, inaliénable, ne pouvant être exercé que par l'auteur lui-même, à l'exclusion de ses créanciers, parce que telle est la très ancienne règle juridique rappelée par les rédacteurs du Code civil dans l'article 1166, je ne sais pas lequel c'est, visant les droits exclusivement attachés à la personne. Ce caractère particulier, tels auteurs, tels juristes, voués à la défense des cessionnaires, donc à l'époque déjà il y avait des gens qui se levaient contre ça, hein, qui voulaient pas qui étaient plus du côté des gens qui exploitent les œuvres, plutôt qu'à la protection de ceux des hommes de lettres et des artistes, l'ont méconnu au cours des 100 dernières années. Le fait que, dans les lois de l'époque révolutionnaire, dans les rapports Chapelier et Lacanal, donc ça apparemment c'est les lois qui précèdent, le mot de propriété avait été employé, fut largement exploité. Et pourtant Chapelier déclarait dans son rapport de janvier 1791 qu'il s'agissait de la plus personnelle de toutes les propriétés, et que c'était une propriété différente des autres propriétés. En réalité, ce que Chapelier demandait pour l'auteur ayant livré son ouvrage au public, c'était la rémunération du travail. Le vocable de propriété ne vient sous sa plume au lendemain de l'abolition du régime féodal que pour désigner ce droit nouveau, autrement que par le mot privilège auquel se relient les souvenirs de l'ancien régime. Et donc là, il y a un truc super malin que fait Jean Zay, c'est qu'il dit, mais en fait, ce que voulaient les gens qui ont fait ce droit
Ils ont appelé ça un droit de propriété intellectuelle, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de meilleur mot. Et c'était pour pas appeler ça un privilège à une époque où on sortait du régime féodal, en fait. Ils cherchaient un nouveau nom pour ce droit, et par défaut, ils ont pris le mot de propriété, qui est pas très très... Voilà, ce que dit Jean Zay, c'est de toute façon, ça colle pas très bien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est ce qu'il dit ensuite, c'est-à-dire ensuite, il énumère longuement des arrêts de cour de cassation, des arrêts de justice, de la jurisprudence, en fait, qui sort ce droit des auteurs d'un droit de propriété simple, en fait, qu'il distingue du droit de propriété d'un meuble ou d'un immeuble, quoi. Genre, c'est pas la même chose, et on le sait parce que y a de la jurisprudence là-dessus, quoi. Ouais, Bamigous écrit, lui, il ose le mot de travail, et c'est exactement ça, quoi. C'est ça, Lui, il le prononce enfin. ça fait tellement plaisir, et tu te dis, mais en fait, un ministre, ça pourrait parler comme ça, mais c'est incroyable. Une autre notion essentielle nous a inspiré. L'auteur ne doit plus désormais être considéré comme un propriétaire, mais bien comme un travailleur, auquel la société reconnaît des modalités de rémunération exceptionnelles en raison de la qualité spéciale des créations issues de son labeur. En gros, on ne fabrique pas des objets qui sont exactement pareils que les autres objets forcément. Donc, par exemple, un manuscrit qui va être ensuite reproduit, machin. Donc c'est pour ça qu'il y a un droit spécial, mais c'est tout. Sinon, ça reste du travail, quoi. La simulation de la protection particulière prévue en sa faveur que celle du Code du travail civil octroie à l'ensemble des travailleurs doit donc être admise de plus en plus largement. C'est sous le signe du travail et non sous le signe de la propriété que doit être construit un nouveau droit français accordant aux auteurs, dans leur intérêt propre comme dans l'intérêt spirituel de la collectivité, la protection légitimement due à ceux qui forment, suivant la magnifique expression d'Alfred de Vigny, la nation de l'esprit. Tac, tac, tac. Alors après, est-ce qu'il part dans les généralités? Mais tu vois, ce qui est dingue, c'est quand tu l'écoutes, mais c'est les mêmes arguments que les organisations professionnelles, d'art-auteurs aujourd'hui. C'est la... Donc là, je m'arrête, il n'y a malheureusement pas de grandes phrases, de belles citations, on va dire, qui mettraient genre un point sur la table et tout, parce qu'après, il expose sa loi, il parle des différents articles, et c'est des choses qui, depuis, sont maintenant rentrées dans le droit, pour la plupart. C'est pas arrivé que grâce à Jean Z, il y en a certaines, ça a mis 70 ans à ce qu'elles soient appliquées vraiment. Et il y a certains trucs de son projet de loi qui n'ont jamais été appliqués, en fait. Parce qu'après après son gouvernement, évidemment, ça a été Vichy, et ça a rebattu toutes les cartes. Mais il avait posé les bases d'un truc qu'on pouvait plus ignorer ensuite, en fait. Et qui, du coup, a fait des petits... Dans la législation des années suivantes. Maintenant, si vous avez des questions ou des remarques, je sais pas. Bah ouais. Mais sinon, je pense qu'on a fait un bon tour de la question, hein, quand même, en 2 émissions de 2 heures, là. Ouais. Sur le passé du rapport Racine, ses origines, et puis on est même revenu, vous voyez, au passé du passé, quoi. C'est clair. À Jean Zay qui nous parle des lois post-révolutionnaires, et qui dit, mais en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était la rémunération du travail. Et à nos ministres actuels qui disent le quoi? Le train? Je vous ai pas bien entendu. Je passe dans un tunnel. On se revoit dans 10 ans. Hein, Mais ouais, mais je trouve que le truc à retenir quand même, c'est que t'as vraiment un rapport qui apporte des solutions possibles, tu vois. Et tu vois, j'essaye de positiver un peu à la fin. C'est ça, mais moi je crois qu'il sera pas oublié en fait. Ouais. Si on veut positiver, c'est juste ça. C'est juste que les gouvernements qui succèdent là comptent sur le fait qu'on a une mémoire de mulot à peu près. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, faut juste continuer à garder ce rapport dans votre table de chevet. N'hésitez pas à le lire pour toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de vous en dire. Et puis souvenez-vous-en quand il s'agit de vous syndiquer, de lutter. Et puis, par exemple, quand on parle de rapprocher les auteurs du monde du travail et tout, ça veut dire qu'il y a une solidarité aussi à avoir avec le monde du travail, qui est dans la merde aujourd'hui, comme à la suite de nombreuses réformes qu'on connaît, quoi. Donc voilà, syndiquez-vous, militez-vous, abonnez-vous pas abonnez-vous, adhérez-vous à Centrale Vapeur si vous êtes quelqu'un qui aime la bande dessinée, les arts graphiques, et adhérez-vous à Centrale Vapeur Pro si vous êtes un auteur, une autrice, et que vous avez besoin de conseils sur vos droits, tout ça. Je pense que c'est des bons conseils à donner.
Puis il nous reste à vous dire bonne soirée. Bonne soirée, bonne fin de dimanche. On vous laisse juste après, il va y avoir la finale internationale, non, strasbourgeoise, télévaporienne. Voilà, finale télévaporienne du tournoi de Scrabble. Donc voilà, je pense qu'il y a des contestants incroyables. Les précédentes manches de tournoi de Scrabble étaient sans pitié. Moi, avant de rentrer dans ce tournoi, je croyais être bon à Scrabble. La désillusion. J'ai souffert, hein. J'ai beaucoup souffert, j'ai pleuré. Mais c'est pas grave. Allez, on vous laisse, on vous dit à plus. Ciao. Bisous tout le monde.